Sarah. Bonjour Vincent. Donc on est le 6 février donc 2018. Je suis actuellement à Cracovie en français en Pologne et tu es actuellement en Charente. La ville c'est En Vendée, à l'Aiguillon-sur-Mer. Ouais, et d'ailleurs tu es près de l'océan. Oui, à 2 km. Ouais, c'est un super endroit. Je connais un petit peu et franchement c'est sympa. Et aujourd'hui on a de la neige. Comment? Et aujourd'hui on a de la neige. Ah oui, ça change là, effectivement. Oui. Bah, nous, ici, je suis allé sur un lac et je dirais hier soir, il y avait le lac en fait à moitié gelé et à moitié il y avait de l'eau. C'est assez sympa. D'accord. Allez, donc c'est la deuxième émission de la radio RFP, la radio des Français en Pologne. Et on te fait passer sur cette radio, donc Sarah, car tu vas être une personne qui va intervenir assez souvent donc, sur cette radio. Alors, je vais te demander juste de prendre un petit peu de distance pour que toutes les personnes, même si à la radio ça va passer aussi au son, mais à l'image qu'on va mettre, juste de prendre un peu de distance sur ordinateur parce qu'on peut. Voilà, c'est super. Donc, comme je disais, tu vas passer assez régulièrement sur la radio. Donc, toi, ton activité, c'est donc médiumnité, sophrologie, PNL coaching. Voilà. Donc, on reste sur ça là juste pour le démarrage et après, on va aller dans les détails. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc la première chose que je vais simplement faire, c'est se présenter. Alors bon, moi personnellement, en une phrase, je suis le présentateur, animateur donc, de cette radio RFP et d'autres animateurs d'ailleurs viendront par la suite pour donner un coup de pouce. Et aujourd'hui, on va faire finalement ta présentation, toi Sarah, un petit peu de qui tu es pour que les gens ils apprennent à te connaître et à te découvrir pour se dire finalement Sarah, qui elle est en dehors, je dirais, de son activité pour qu'ils sachent un petit peu, finalement, ton activité, c'est quelque chose sur lesquels ils vont se rattacher à toi, qui vont t'apprécier par rapport à ça. Mais c'est surtout avant de savoir finalement ce que tu fais, de savoir finalement qui tu es. Parce que ce que je trouve, à mon sens, très, très important, c'est que il faut un petit peu savoir avec qui on a envie, alors je dirais pas forcément de travailler, mais enfin quoique dans l'avenir justement, les personnes pourraient être emmenées à venir avec toi, de travailler avec toi, mais qui sachent un petit peu qui tu es pour savoir finalement si tu es un petit peu comme tout le monde, parce que des fois c'est vrai qu'il y a des personnes qu'on entend, waouh, elle est populaire, etc. Et je suis pas comme elle. Et un petit peu le but, je dirais, de cette émission aujourd'hui, c'est de te présenter pour que les personnes se disent, en fait Sarah, elle est comme moi, je dirais, elle est comme tout le monde. Et finalement, c'est super ce qu'elle fait, j'aime beaucoup. Et puis j'ai envie de faire des choses avec Sarah et puis de la connaître un petit peu plus. Donc c'est un petit peu le but de cette émission. Donc la première des questions que je vais te poser, c'est justement de te présenter. Ton prénom, on le connaît déjà, donc Sarah. Donc ta ville, on la connaît déjà. Donc comme tu viens de dire, l'Aiguillon-sur-Mer en Charente, donc dans l'ouest de la France. Et finalement, c'est de te présenter un petit peu qui tu es avant de faire cette activité donc de sophrologie, PNL coaching, médiumnité. Donc parle-nous un petit peu de toi en dehors de cette activité et par exemple peut-être avant, je dirais ce que tu faisais, etc. dans la vie du quotidien. À toi de jouer, on t'écoute. Alors avant de faire ce métier-là, tu parles en fait au niveau professionnel et personnel. Exactement. Au niveau professionnel, en fait, j'ai commencé à travailler à 17 ans et j'étais dans l'aide à la personne. J'ai commencé à travailler en maison de retraite. En fait, j'ai arrêté l'école très tôt et du coup, je voulais absolument aider les gens. Donc, la première saison que j'ai trouvée, c'était avec les personnes âgées. Mais c'était une saison, donc ça s'est arrêté. Donc après, j'ai trouvé tous les remplacements que j'ai pu, donc avec les enfants, en école, en centre pour personnes autistes. Tout ce qu'on pouvait trouver en remplacement sans avoir eu de diplôme en fait dans l'accompagnement. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis j'ai fait du travail alimentaire aussi, le faire, Aldi, enfin voilà, du travail alimentaire pour pouvoir manger parce que j'avais un fils aussi. Là, tu commences à passer à une étape super intéressante. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récapituler de temps en temps pour reformuler un petit peu que les gens ils captent les informations importantes à mon sens. Et justement, tu te dis si c'est les bonnes informations. Donc finalement, tu as démarré à aider les personnes et tu as commencé à travailler très jeune, très tôt. Donc tu as eu un contact avec, je dirais, ton environnement, les personnes autour de toi. Et ton but était d'aider ton prochain parce que tu ressentais peut-être à l'intérieur de toi que tu avais des capacités pour aider les personnes et que toi-même, tu avais peut-être aussi vécu des choses qui n'étaient pas faciles. Donc, tu voulais aussi aider les personnes à traverser des choses qui n'étaient pas faciles. Et ensuite, tu as fait un travail, des boulots qui étaient quand même assez durs, où du coup, tu as réussi à te forger, je dirais, un caractère, une détermination, un petit peu tout ce qui fait qu'aujourd'hui, tu réussis. C'est bien ça ?
Oui, avec toutes les expériences professionnelles et de vie que j'ai vécues, qui m'ont amené justement à cette ouverture que j'ai aujourd'hui. Alors justement, je vais à l'intérieur parce que j'aime bien creuser de temps en temps dans toutes ces expériences que tu as eues. Est-ce que tu en as une? Est-ce que tu en as une seule que tu te souviens dans ta tête quand tu as démarré et qui tu t'es dit finalement, par exemple sur les 2 points, c'est vraiment ce que je veux faire, je veux vraiment aider les personnes parce que là, aujourd'hui, je ressens quelque chose que je me sens vraiment bien à aider les personnes. Une première expérience là-dessus et une deuxième expérience sur quand tu as fait des boulots qui étaient difficiles, que tu t'es retrouvé dans une situation et que là, tu te dis, effectivement, c'est pas simple et je veux m'en sortir dans la vie parce que je sais que la vie, c'est pas facile et ce que je suis en train de faire, ça me le fait comprendre. Des petites expériences comme ça, est-ce que tu t'en souviens? Là où j'ai vraiment pris conscience que je voulais accompagner les personnes, c'est juste avant ma formation sophrologie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu le basculement entre je fais des boulots alimentaires et j'essaie en même temps de trouver un boulot qui me plaît, mais je ne trouve pas. C'est-à-dire que j'accompagnais les autres, mais il me manquait toujours quelque chose, je ne trouvais pas ma voie. Et à un moment donné, j'ai eu le déclic de me dire mais non, mais c'est pas ça, qu'est-ce que je veux vraiment faire dans la vie? Je vais passer 40 ans à bosser. Et mon déclic, il a vraiment été là à chercher, à prendre contact avec des personnes pour me renseigner sur ce qu'il existait comme formation et sur ce que je pouvais faire comme métier. Donc ça, c'est arrivé quand même après. Disons qu'au début, finalement, tu as eu des prédispositions et cette formation est arrivée bien après. Donc finalement, avant d'arriver à ce point-là, parce que finalement, j'étais un petit peu trop vite, qu'est-ce qui s'est passé avec le moment où tu commençais à nous dire que justement, tu avais eu ton premier enfant, que tu peux nous dire justement son prénom et nous dire un petit peu, voilà, toute cette évolution finalement pour arriver à ce point-là. On t'écoute. Oui, mon fils s'appelle Kevin, il a 18 ans hier. Joyeux anniversaire en retard, Kevin. Ouais, donc je l'ai eu très jeune en fait. Je l'ai eu à 16 ans, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté l'école très tôt et que j'ai fait des travails alimentaires pour pouvoir l'élever et que je ne pouvais pas reprendre des études. Voilà, il fallait aussi des finances derrière pour pouvoir manger. L'accompagnement à la personne, c'est ça que tu veux dire en fait. Ça m'est venu parce que j'ai vécu avec ma maman en fait qui était malade pendant toute mon enfance. Qui a été très souvent hospitalisée, donc j'étais toute seule avec elle. Et en fait, j'ai jamais eu les clés étant enfant pour l'aider. Donc je pense qu'adulte, ça je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. Mais en tout cas, je pense que c'est l'évolution qu'il y a eu. J'aurais pas vécu ça, je pense que j'aurais pas été dans l'aide à la personne. Et tu aurais été dans quoi? Alors ça, c'est une bonne question. Donc finalement, ton parcours n'est pas terminé. Peut-être que tu vas, je dirais, aider toutes les personnes par rapport à ce que tu fais à l'heure actuelle, mais que tu auras encore une progression future dans l'avenir, finalement. En fait, déjà, la progression, elle est assez importante parce que donc, j'ai commencé en accompagnant les personnes, comme je l'ai dit, en maison de retraite, école, etc. Ensuite, je me suis formée, donc j'ai été thérapeute. De thérapeute, après, j'étais animatrice parce que j'ai monté mes propres ateliers de développement personnel. Et après animatrice, je suis devenue formatrice. Donc en fait, si tu veux, il y a déjà toute cette évolution-là qui s'est passée en 10 ans. Impressionnant. Alors, au niveau de l'évolution, alors je comprends. Alors, moi, finalement, je revenais au tout début en disant, finalement, au tout début, tu te dis que tu as été également, je dirais, prédisposé à faire ce que tu fais aujourd'hui parce que tu as été, je dirais pas conditionné, mais habitué, très jeune, à t'occuper des personnes autour de toi, comme justement ta maman. Et c'est tout à ton honneur. Et c'est vrai que c'est des points importants et c'est un petit peu le but de cette émission aujourd'hui, c'est que les gens apprennent à savoir qui tu es au-delà de ton activité. Et ce que tu viens de dire, qui n'est pas forcément si facile à dire, bien évidemment, c'est des choses sur lesquelles je mets un point d'honneur à ce que c'est très important. Parce que ce que tu viens de dire, ça va permettre à des personnes autour, je dirais, de nous, qui nous écoutent, de se dire, moi aussi, c'est pas facile. Moi aussi, j'ai vécu ça. Et moi aussi, je dirais, j'ai envie de réussir. Parce que dans la vie, on a des obstacles qui ne sont pas toujours évidents. Soit on fait une finalité, soit on en fait un obstacle pour dépasser. Et toi, tu es l'exemple même que tu as dépassé cet obstacle et que tu l'as transformé, transcendé, je dirais même, en quelque chose qui t'a réalisé. Au-delà, je dirais, de prendre cela comme un poids, tu en as fait, je dirais, un atout, une force pour toi, pour te dire, effectivement, j'ai fait ça. Et ça m'a permis, je dirais, de découvrir tout ce que j'étais capable de faire. Et aujourd'hui, finalement, j'utilise
tout ce que j'ai appris par ce biais-là, et du coup, tu peux te déployer. Et le but, c'est qu'un petit peu revenir tout à la source. C'est ça l'idée de cette émission aujourd'hui, de te présenter, c'est revenir à la source pour que les personnes comprennent qu'à la source, on est tous pareils. Et qu'en fait, on a juste une évolution où on a des obstacles et qu'on peut les transformer, je dirais, en chemin sur lesquels un apprentissage. Et plus tu vas aller loin dans ton apprentissage de ta source, et plus les personnes vont se dire, mais Sarah, elle est comme moi. Et moi, j'ai envie aussi, je dirais, d'avoir l'évolution de Sarah. Et j'ai envie de la connaître plus. J'ai envie de faire ce qu'elle fait. J'ai envie aussi de me déployer, de réussir comme elle a fait. Donc, c'est super intéressant et super important que tu puisses te livrer à ce point-là. Parce que les gens, à partir du moment que tu te livreras, eux aussi se livreront à toi. Et à ce moment-là, on pourra faire de belles, grandes choses ensemble. Donc, je te remercie déjà pour ça, pour ce partage. Et donc, dans ce partage, on voit bien que tu es une personne qui, je dirais, très tôt, très jeune, a été habituée à effectivement donner. Qui n'a pas toujours été, alors ça, je vais toucher un point sensible, mais c'est un petit peu, je dirais, mon rôle aussi. Ça n'a pas forcément, dans notre tête, je dis bien parce que je suis certain qu'en tant que thérapeute, tu as justement une vision qui va au-delà, mais on se dit que tu n'as pas eu le choix. C'est-à-dire que ça t'est tombé dessus dans le sens où tu as eu ta maman qui s'est passée, où c'était difficile et tu as dû t'en occuper. C'est la première des réactions qu'on peut avoir psychologiquement quand on a une situation difficile qui nous tombe dessus et que, je dirais, on ne sait pas prendre du recul par rapport à la situation. Mais à mon sens, certainement qu'avec tout ce que tu fais, et c'est la raison pour laquelle tu as fait justement le langage corporel où tu as dit « je ne suis pas trop d'accord », eh bien effectivement, je te comprends pourquoi tu dis que tu n'es pas trop d'accord, parce que justement, il y a un monsieur qui est très connu aussi, qui est un coach international, qui est Tony Robbins, qui explique la même chose, qui dit « si ma maman, je dirais, ne m'avait pas, je crois que c'était battu quand il était petit, et qu'il n'avait pas vécu toutes ces choses aussi difficiles, ben aujourd'hui, il ne serait pas la personne qu'il est aujourd'hui. » Et en fait, au lieu d'en vouloir à sa maman et de dire « je n'ai pas eu le choix », en fait, de comprendre que tout ça, finalement, ce n'est pas du tout qu'on n'a pas eu le choix, c'est qu'on a choisi toutes ces choses-là qui vont bien au-delà dans cette vie où justement on s'incarne pour, je dirais, vivre tous ces obstacles, pour transcender tout ça et se transformer. Donc finalement, ce n'est pas qu'on n'a pas eu le choix, c'est finalement si on a eu le choix parce qu'on est venu dans cette vie en souhaitant vivre tous ces moments-là, pour pouvoir faire cet apprentissage. Et Tony Robbins explique, comme à mon sens, et je suis sûr que tu pourras dire juste après, que c'est un bienfait d'avoir vécu toutes ces choses-là parce que ça t'a permis de comprendre tout ça et de devenir la personne que tu es aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit juste ce petit truc? Parce que c'est vrai que les personnes qui nous écoutent, parfois, je dis bien parfois au début, elles se sentent accablées par une situation en pensant qu'elles n'ont pas le choix de la vivre et du coup elles se sentent bloquées. C'est là où elles en font un mur et qu'elles bloquent tout. Et l'idée, c'est de les emmener vers cette deuxième interprétation, de dire non, si on a ça, c'est parce qu'on a quelque chose à vivre aujourd'hui et qu'on est venu pour vivre ces choses-là. Et ça, c'est justement aujourd'hui ce que tu nous montres, ce chemin, que tu montres à tout le monde que finalement, ça a été un plus par rapport à tout ça. Je me tais et je te laisse intervenir par rapport à ce sujet. Qu'en penses-tu? Oui, non, mais c'est ça. Oui, j'ai fait un petit peu la moue quand tu m'as dit tu n'avais pas le choix. Parce que si j'avais le choix, j'aurais très bien pu faire appel à l'école ou à un psychologue pour aller en foyer, pour aller en famille d'accueil, pour aller chez mon père. Et j'ai choisi. D'ailleurs, j'ai fugué aussi parce que j'avais été placée à un moment donné chez mon père parce que ma mère était pas bien. Et j'ai fugué pour retourner chez ma mère en fait. Bon, parce que je ne supportais pas de la laisser toute seule. J'ai beaucoup de personnes de la famille de ma mère qui sont parties, qui ont fui la maladie. Ils sont tous partis, on est restés toutes seules. Et il était hors de question que je laisse ma mère toute seule, en fait. Donc, j'avais le choix. J'avais le choix de vivre ma vie et d'avancer. Et j'ai choisi, non, de rester dans le soutien. Ce que tu viens de dire, c'est magnifique. C'est magnifique parce que je connais beaucoup de personnes aussi qui, malheureusement, n'arrivent pas à se confronter à leur peur et de faire le choix que tu as fait. Mais la première des choses sur laquelle ils sont confrontés, c'est que finalement, ils ne prennent pas conscience qu'ils ont le choix. Donc finalement, la première étape que tu viens de dire, c'est de dire, mais en fait, si, j'avais le choix. Mais je dirais toi-même, avec, je dirais, ta force vitale et je dirais ton ouverture d'esprit, déjà à cet âge-là, tu avais compris que tu avais le choix, c'est-à-dire que tu n'étais pas bloqué dans une situation. Tu avais le choix de trouver toutes ces solutions que tu viens de transmettre, c'est-à-dire effectivement avec ton père, de laisser d'autres personnes s'en occuper, etc. Alors que
je connais beaucoup de personnes qui, dans la même situation, vont dire non, non, non. De toute façon, je n'avais pas le choix parce que finalement, je devais le faire et c'était comme ça. Et ils ne réfléchissent pas à toutes les autres possibilités qui finalement étaient, je dirais, plausibles. C'est comme s'ils les mettaient, je dirais, ils se les cachaient dans leur tête en disant non, non, je n'ai pas eu le choix. Tout ça, c'est pas des choses qui sont possibles. Et si pourtant, c'est possible, parce qu'il y a une chose qui est très importante. C'est possible pourquoi? Pour faire simple et vrai, c'est que beaucoup de personnes autour choisissent de faire ces choix-là, c'est-à-dire de ne pas, je dirais, se confronter à cette situation et, je dirais, de partir en disant non, non, je m'en occupe pas. Et finalement, je dirais, beaucoup de personnes autour de nous, si on regarde un petit peu, ne se confrontent pas à leur peur et partent, je dirais, et entre guillemets, lâchent la situation. Donc finalement, c'est totalement possible, les autres situations, c'est-à-dire que les personnes ont le choix de ne pas gérer la situation. Et toi, tu as pris déjà conscience que tu avais, je dirais, cette possibilité, que tu n'étais pas bloqué. Et en plus, et c'est souvent comme ça, je ressens, c'est que les personnes, quand elles comprennent qu'elles ont le choix, elles font le choix, je dirais qu'elles ont décidé et elles se battent pour ce choix-là. C'est un petit peu que je pense que ça, tu me rejoindras dessus. C'est comme je dis souvent, en fait, les personnes, et le choix, c'est quoi? C'est de connaître deux chemins et de dire, je choisis celui-ci. Et finalement, c'est comme si dans la tête des personnes, c'est non, non, non. C'est un choix par dépit, c'est-à-dire je ne connais qu'un seul chemin. C'est celui que je dois faire, celui que la société me dit, celui que les personnes autour me disent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas le choix. C'est cette solution. On me dit que c'est entre guillemets la meilleure pour me protéger quand je lâche une situation. Et donc, je dois la faire. Donc, je n'ai pas le choix. Et en fait, non, ce n'est pas un choix qu'ils sont en train de faire. C'est ce que j'appelle un choix par dépit. C'est leur environnement. Ce n'est pas eux qui prennent cette décision. Parce que s'ils prenaient la décision, déjà, ils connaîtraient l'autre, je dirais, possibilité, ce que tu viens de dire, hein, le fait que ce soit les autres personnes autour qui gèrent la situation. Et à partir du moment qu'ils ont les deux propositions en face d'eux, ces possibilités, ils font le choix, je dirais 9 fois sur 10, comme je l'ai vu, de prendre le chemin qui est un petit peu plus long et difficile, mais que c'est eux qui ont fait le choix par eux-mêmes. Et ce n'est pas, je dirais, une répercussion par rapport à l'environnement. C'est eux qui font le choix qui vient de l'intérieur d'eux. Ce choix qu'ils ont choisi, ce chemin plus difficile, mais c'est leur choix à eux. Et là, à ce moment-là, ils se battent comme tu l'as fait. Donc la première des choses, finalement, tu as réalisé que tu avais la possibilité, je dirais, de oui, je peux gérer cette situation ou oui, je peux partir de cette situation. Donc toi, tu étais déjà pour moi en avance de déjà comprendre que tu avais la possibilité et après, tu as fait le choix, je dirais, de choisir le chemin difficile parce que c'était celui qui te parlait dans ton cœur, à l'intérieur de toi, dans ton corps. Et c'est là où justement on apprend à savoir qui tu es et que là, à ce moment-là, moi personnellement, je te connais, mais si je ne te connaissais pas, je me dirais, Sarah, elle a du cœur. Et ça, c'est une chose extrêmement importante parce que les personnes autour de nous, ils ont aussi ce cœur-là, c'est juste qu'ils ont peur, je dirais, d'écouter leur cœur. Toi, tu as du cœur et tu t'es battu pour écouter ton cœur et pour faire ce que tu aimais. Et c'est là où je dirais, personnellement, je t'admire pour ça et je pense que beaucoup de personnes t'admirent aussi pour ça. Et c'est pour ça qu'ils t'apprécient. Donc ça, c'est super important et super intéressant ce que tu viens de dire. Donc, je te remercie pour ce partage encore une fois. Et donc, tu as des choses à dire, on t'écoute. Il n'y a pas de bonne ou de moins bonne, il n'y a pas de bon ou de moins bon choix en fait. Hein. Il y a des personnes qui ont choisi de fuir et de vivre leur vie. Moi, ce que je voudrais simplement intervenir par rapport à ça, c'est du moment qu'on est en accord avec soi-même. Moi, clairement, le fait de partir, je n'aurais pas du tout été en accord avec moi-même. Mais par contre, une personne, si le fait de partir et de se dire non, il faut absolument que tu vives ma vie parce que c'est vital pour moi, sinon je vais m'étouffer et mourir dans cette situation, il faut qu'elle parte vivre sa vie. Donc ce que je veux dire par là, c'est vraiment, voilà, il faut s'écouter, quoi. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, les deux sont bien, du moment qu'on s'écoute. C'est extra ce que tu viens de dire parce que finalement, tu viens apporter une valeur ajoutée en tant que justement ta vision, ton interprétation en tant que thérapeute, c'est que finalement, tu ne blâmes personne. Et en fait, tu expliques à chacun qu'on a chacun, je dirais, nos chemins de vie à vivre et qu'on ne doit pas, je dirais, se blâmer par rapport à nos choix qu'on a faits, mais plutôt les comprendre et, je dirais, les accepter. Et comme tu viens de dire, finalement, on a le choix de rester et de se battre, ce que tu as fait, et je dirais, c'est tout à ton honneur. Mais finalement, tu expliques aussi une chose qui est extrêmement importante, et c'est vrai que je n'ai pas transmise, mais que tu as entièrement raison de dire, parce que je le connais aussi, cette autre situation qui est très, très, très importante. C'est finalement, comme tu viens de le dire, c'est que dans la vie, il y a un moment où on a envie de donner parce qu'on est en accord avec soi-même.
Et il y a un moment où on a envie de se protéger parce qu'aussi on est en accord avec soi-même. Et que les deux, comme tu viens de le dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a, je dirais, il n'y a pas de bon et de mauvais choix par rapport à son environnement. Il y a un bon choix simplement pour soi. Et quand on fait des actions, c'est parce qu'à l'intérieur de soi, on ressent cette vibration. Et finalement, dedans, ce qui est extrêmement important, c'est que si on aide les autres, c'est vrai, c'est important. Mais finalement, comme tu viens de le dire, une des clés, des bases les plus importantes, c'est qu'avant d'aider les autres, il faut savoir s'aider soi-même. Ce qui veut simplement dire, à mon sens, que tu es en train de dire aux personnes, elles ont aussi besoin de se protéger, parce que si on n'a pas assez d'énergie pour nous-mêmes, on ne peut pas aider les autres. Donc finalement, si, entre guillemets, on lâche une situation, c'est parce que d'un côté, on lâche une situation pour aider les autres, mais, je dirais, on se confronte également à se battre pour se protéger. Donc finalement, dans l'un ou l'autre, on prend une décision, et on prend une décision qui nous est personnelle par rapport à nos besoins personnels, parce que c'est également, je dirais, crucial, je dirais, nécessaire, vital, de se protéger, parce que si finalement on donne, et comme tu l'as dit toi-même, on meurt dans cette situation, eh bien si on n'a pas assez d'énergie vitale, eh bien on meurt. Donc finalement, il vaut mieux d'abord garder cette énergie vitale pour pouvoir aider après, que plutôt donner et finalement mourir, ne plus pouvoir donner après. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'avant de donner aux autres, il faut savoir se donner soi-même. Et c'est la leçon que tu viens, je dirais, de transmettre et de dire, et qui est une très belle leçon, et que personnellement, je connais aussi très bien particulièrement, mais aujourd'hui, ce n'est pas mes histoires, mais les tiennes. Mais effectivement, je comprends ce que tu vas dire, et c'est voilà, c'est une très belle interprétation. Et c'est super intéressant de t'entendre justement nous dire tes points de vue en tant que thérapeute, comment tu vois les choses encore plus loin que les simples première, je dirais, méthode, c'est que ça va encore plus loin que tout ça, ça va encore plus profondément que ce que je viens de dire. Je te remercie pour cette intervention. Donc finalement, dans ce que tu viens de nous dire, donc tu as eu beaucoup alors tu as eu des prédispositions à aider les personnes. Premièrement, avec tout ce que tu viens de nous dire. Voilà, ça c'est au niveau humain. Parce qu'après, au niveau spirituel, en fait, il y a d'autres choses aussi qui m'ont amené à me développer. On t'écoute. Quand j'étais petite, alors il faut savoir que mes parents n'étaient absolument pas croyants ou rien de tout ça. Hein. C'était vraiment très simple et ordinaire à la maison, pas d'église, enfin voilà. Je n'étais pas du tout habituée là-dedans. Mais quand j'étais petite, en fait, je parlais aux oiseaux. C'est-à-dire que j'ouvrais la fenêtre, je sifflais, ils me répondaient. Enfin voilà, il y avait des échanges comme ça. Et c'était assez rigolo. Et puis en fait, je regardais la messe tous les dimanches à la télé. Alors c'était rigolo, mais quand j'étais petite, je voulais être bonne sœur ou femme de ménage. Et après, j'ai voulu être maîtresse. Et quand on regarde un petit peu mon parcours, effectivement, donc j'en ai fait du ménage dans ma vie pour pouvoir manger, mais aussi du ménage intérieur, du ménage des personnes. Je suis dans la foi, alors je ne vais pas à l'église, je ne vais pas pratiquer, entre guillemets, voilà, j'ai ma propre vision des choses par rapport à la spiritualité, mais je suis dans la spiritualité. Et par rapport à l'enseignement, voilà, aujourd'hui j'enseigne des choses. Et quand j'étais petite, j'avais une dizaine de poupées et je faisais la classe en fait à mes poupées tous les jours pour leur apprendre des choses. Et puis, et en fait, j'étais hypersensible, c'est-à-dire qu'en fait, les émotions des gens, je les ressentais. Sauf que je ne me rendais pas compte de ça, je m'en suis rendu compte à l'âge adulte en me disant qu'en fait, tous les enfants ressentent ça. C'est simplement que comme les parents ne les écoutent pas, on ne les encourage pas, on ne les rassure pas. Du coup, on s'en coupe en fait en grandissant. Mais quand on est petit, on est dans le cerveau émotionnel. Déjà, quand le bébé est dans le ventre de la maman, quand on est dans le ventre de notre maman, et en fait, le cerveau rationnel n'est pas construit. C'est-à-dire que du coup, on ressent les émotions de sa maman, de son papa, etc., qui est autour. Et en fait, du coup, en grandissant, on continue de les ressentir. Donc, quand quelqu'un va mal autour de nous, on le ressent. Et cette hypersensibilité, en fait, moi, je l'ai gardée. En fait, je ne m'en suis pas coupée. C'était pas conscient, je l'ai pas fait exprès, mais en tout cas je l'ai gardé, ce qui fait qu'en grandissant ça a été un problème, cette hypersensibilité, parce que du coup j'étais très mal quand des personnes étaient en colère. Moi c'était fois 10 000 que je le ressentais en fait dans mon corps. J'étais extrêmement très très mal quand par exemple ma mère pleurait, et bien ça me déchirait le cœur parce que je ne savais pas me protéger, je me prenais tout. Voilà, c'était une grosse difficulté et on est beaucoup en fait à avoir cette hypersensibilité-là, et c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler, parce que un jour, et c'était en formation sophrologie, où j'ai vraiment compris que c'était un atout pour moi, et le jour où je l'ai transformé en qualité,
et que ça m'a servi positivement dans ma vie, eh bien, ça m'a beaucoup moins gênée, en fait, à l'âge adulte. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est une qualité parce que mon hypersensibilité me permet, en fait, d'aider les gens, me permet de les comprendre, de détecter quand il y a une amie ou un client qui va pas bien, rien que par sa voix au téléphone, rien que par ce que je ressens dans mon corps, en fait. Et du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était important de faire cette petite parenthèse-là. Puis on a l'impression des fois d'avoir des défauts énormes qui nous bouffent la vie. Et puis en fait, en prenant un petit peu de recul et en apprenant à les analyser, à les comprendre, on se rend compte que c'est des choses qui sont hyper importantes et qui nous servent dans la vie de tous les jours. Super. Super partage. Je vais donner 2 petits détails, ce qui est assez marrant rigolo quand tu l'as dit. Tu as dit que tu ne pratiques pas, mais que tu as tes croyances et que tu as la foi. Et ce qu'il faut savoir, alors comme on est sur la radio RFP, je vais en profiter pour donner ces petits éléments. Il faut savoir qu'ici en Pologne, ce que j'ai remarqué de moi-même, puisque ça fait 2-3 ans que je suis ici, il y a à peu près, alors je dirais les 3/4, 75, je dirais même 80-90% des personnes qui sont croyantes et je dirais bien les 3/4 qui sont pratiquantes. Donc ici, en Pologne, la religion est encore est très présente, je dirais. C'est vrai qu'en France, on pratique beaucoup moins, mais ici en Pologne, c'est très très présent. Donc c'est vrai, c'est des choses qui touchent beaucoup. C'est aussi d'ailleurs des piliers ici qu'on peut voir, hein, des valeurs sur lesquelles les personnes sont beaucoup dans l'entraide, qui touchent aussi sur toute cette culture. Donc c'est très intéressant. Et la deuxième chose que je voulais dire, je m'en souviens plus, mais en tout cas ce qui est très intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est finalement comment tout ça c'est venu, le fait de parler aux oiseaux, enfin ça c'est des choses, moi c'est ces petits détails que je vais retenir et qui sont vraiment tellement, j'adore quoi, cette clairvoyance justement que tu as eue très, très jeune, très tôt. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu viens de dire, c'est aussi le fait qu'au début c'était un problème, une lourdeur, et que tu l'as, comme on l'a dit tout à l'heure, converti en un atout. Et c'est un petit peu ça l'idée, c'est que dans la vie, on a des problèmes. Comme on disait, finalement, c'est toujours la même histoire. On a des problèmes et comment transformer ces problèmes en atouts. Finalement, il faut juste apprendre à les comprendre, à les accepter, parce qu'une fois qu'on les comprend, on peut les accepter. Et ensuite, réfléchir à comment on peut les exploiter pour aider les personnes autour de soi. Et l'hypersensibilité dont tu parles, je comprends également très bien. Et tu as dit que tu l'avais gardée. Moi, j'ai ma petite théorie. Pourquoi tu peux garder cette hypersensibilité? Pourquoi des personnes gardent cette hypersensibilité? Je pense que, comme tu l'as dit, alors ça c'est très important, c'est finalement tout le monde là. Donc c'est là où tu emmènes un petit peu les personnes par rapport à tout ce que tu fais d'ailleurs, que tout le monde peut développer ses dons. Il n'y a pas, je dirais, de personnes qui sont prédisposées, puis d'autres non. C'est juste que tout le monde peut le faire. C'est une question, je dirais, de volonté. Après, comme tu l'as dit, finalement, le fait qu'il y ait des personnes qui soient... On a l'impression qu'il y a des personnes qui sont prédisposées. C'est pas qu'elles sont prédisposées, comme tu l'as dit, c'est qu'on l'a tous été. Mais il y en a qui l'ont simplement plus oublié que d'autres. Voilà, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a... En fait, par exemple, à un moment donné, je faisais des rêves prémonitoires et je me suis fait très peur. Et du coup, je m'en suis coupée de cette capacité-là. Mais le jour où j'ai voulu la réactiver, c'était très compliqué. Parce que quand on ferme une boîte à double tour, il faut trouver la clé derrière. C'est juste pour dire que on a plein de capacités. Hein. Il y en a, c'est pas l'hypersensibilité. Il y en a, c'est plus une question, voilà, ils mettront les mots d'intuition. On a chacun notre dictionnaire par rapport à ça. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'on a tout. C'est juste qu'à un moment donné, sans le faire exprès, ben, paf, on a fermé à double tour. Et que du coup, on a beaucoup de mal à le réouvrir. Mais par contre, quand quelqu'un peut nous accompagner et qu'on peut justement réussir à retrouver où est la serrure et où est la clé, là, du coup, on peut rouvrir petit à petit pour pouvoir être prêt à accueillir tout ça. C'est top parce que c'est vrai que là, on ressent, je dirais, ton analyse de thérapeute. Et en même temps, c'est ça qui est super intéressant, c'est que tu es à la fois une analyse en tant que thérapeute avec les méthodes, mais à la fois, on ressent que c'est des choses que tu as vécues. Et c'est ça qui est super intéressant. Et c'est tellement simple parce que finalement, tu as cette méthode en tant que thérapeute
plus cette analyse pratique par rapport à ce que tu as vécu, et tu en fais un condensé ou des choses qui sont finalement, comme on dit souvent, tu vulgarises, je dirais tu rends à la portée des personnes qui ont l'impression que c'est des méthodes super dures, des choses très simples finalement que tout le monde peut faire. Et ça, c'est extra parce que finalement, tu ouvres les portes à tout le monde en disant, finalement, ouais, il y a des méthodes, elles sont pas si compliquées. Il suffit simplement de retrouver la clé, comme tu as dit, dans la serrure que tu as mis à double tour. Parce que finalement, comme tu l'as dit, voilà, à un moment donné, on a quelque chose qu'on a vécu, on a mis le double tour et puis on a jeté la clé et puis on ne pouvait pas la retrouver. Et ça, c'est extra ce que tu viens de dire parce que cette image, c'est ce qui permet à tout le monde de se dire, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et bon, elle est où la clé? Sarah, tu m'aides à la retrouver la clé. Et puis c'est comme si tu vas faire un jeu de piste et finalement, les gens viennent te chercher, je dirais, pour jouer avec toi et pour retrouver, je dirais, un petit peu d'ouvrir les portes du bonheur de ce qui vont les aider à se réaliser. Donc c'est vraiment super la façon dont tu exprimes les choses. Ça permet vraiment de simplifier et de rendre à la portée aux personnes. Tu voulais dire quelque chose? Pour rebondir par rapport à ça, ce matin, j'ai une personne au téléphone qui m'appelle, on avait pris rendez-vous, elle voulait discuter, je ne savais pas trop de quoi. Et puis en fait, elle m'explique qu'elle est très attirée par tout ça, la sophrologie, le développement spirituel, etc. Mais qu'elle a un énorme blocage en elle et qu'elle n'arrive pas à passer le pas. Comme si la porte était fermée, justement. On avait un petit exercice. J'ai fait un petit mini coaching au téléphone pour qu'elle puisse s'écouter, en fait, écouter ce qui se passait dans son corps. Et en fait, ce que je lui ai expliqué, et elle a tout à fait acquiescé, c'est qu'en fait, on a des systèmes d'autodéfense à l'intérieur de nous. Justement, ces portes, elles ne servent pas à rien. Si on les a fermées, c'est qu'à un moment donné, on s'est fait peur. Ou alors on s'est fait juger. En tout cas, on a vécu des difficultés qui fait qu'on les a fermées. C'est pas anodin. Et quand on veut les rouvrir, si on essaye de forcer la serrure, on se sent pas bien. Et elle, c'est ce qui lui arrivait. C'était qu'elle voulait. Sauf que ça bloquait à l'intérieur au niveau du cœur. Et puis je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà ce qui se passe. Je veux être thérapeute. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, tu vas te former et puis tu vas te retrouver peut-être en insécurité financière parce que tu ne sais absolument pas si tu auras des clients ou pas. Peut-être que du coup tu vas être jugé parce que ta famille n'est pas ouverte ou tes amis. Peut-être que du coup tu vas avoir l'impression de te sentir incomprise et seule. Elle me dit oh là là, ça résonne complètement en moi. Et du coup tu vas avoir peur du coup d'être toi-même tout simplement et d'avouer qui tu es au fond de toi et pourquoi tu vibres. Et elle me dit effectivement c'est ça. Et je lui dis parce qu'en fait là aujourd'hui, et c'est génial parce que j'avais fait en plus une petite vidéo là-dessus, quand on a l'impression d'avoir une montagne devant soi, c'est parce qu'on n'a pas les ressources. Et justement, en m'appelant, elle est venue chercher ses ressources. Parce qu'elle avait besoin de savoir pour pouvoir avancer. Que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, elle a les clés, en tout cas pour pouvoir avancer. Et tout ce qu'elle avait besoin, c'était d'être rassurée et de savoir comment ça allait se passer. Pendant ta formation, tu vas t'entraîner. Tu vas t'entraîner, ce qui va te donner confiance en toi. Et ce qui va te donner confiance en toi, c'est cette expérience qui va te permettre après de dire vraiment qui tu es. Donc, ne veux pas brûler les étapes. Tu n'as même pas encore commencé ta formation. Tu aimerais dire tout de suite qui tu es. Et pouvoir ne plus être dans le jugement. Mais comme tu te juges toi-même, automatiquement, les autres vont te juger. Et donc, elle a compris tout ça et j'étais super contente parce que là, après, je lui ai dit, donc, prends un papier, un stylo et puis note tout ça parce que maintenant, il faut les mettre dans le concret, dans la matière, parce que le cerveau a besoin de recevoir ces informations et qu'on le dirige parce qu'on a environ 60 000 pensées par jour. Et notre cerveau, il faut lui donner les bonnes informations. Et en posant les choses sur le papier, par exemple, sur l'ordinateur, mais en tout cas dans la matière, dans le concret, on dit quoi à notre cerveau? On dit, bon, tu vois, là, c'est dans cette direction-là que je veux aller. Là, je suis en train d'essayer de trouver des solutions pour te dire, OK, je risque la sécurité financière. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mettrai en place comme action pour ne pas le risquer? Quelles ressources que je vais aller chercher chez des personnes, dans des forums, etc., pour ne pas me sentir en insécurité financière? Et du coup, je vais aller combler mes peurs qui sont des besoins vitaux et qui sont normales. Et heureusement qu'on l'a, la peur, parce que si par exemple, je suis sur la route, il y a un gros camion qui arrive, heureusement que j'ai la peur qui va me dire, Sarah, recule. Bon, il ne va même pas me le dire, ça va être un instinct de survie où je vais reculer. Et donc voilà, c'est important de ne pas se battre contre soi-même et justement de s'écouter et d'accueillir tout ce qui peut venir et surtout d'aller chercher les ressources. Parce que quand on n'arrive pas à avancer dans un domaine quel qu'il soit, c'est simplement parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires. Donc on va chercher les ressources pour pouvoir avancer. Alors, je voudrais dire trois choses par rapport à ce que tu viens de dire. Alors, c'est vrai qu'on prend du retard sur toutes les questions, mais c'est pas grave parce que c'est tellement intéressant. Et la manière dont c'est transmis, c'est tellement professionnel que pour une fois,
j'ai envie de sortir un petit peu la structure habituelle, je dirais, d'une interview quand justement on présente une personne. C'est extrêmement riche tout ce que tu viens de dire. Et la première des choses, alors, il faut que je me souvienne dans la tête tout ce que je me suis dit. La première revient sur la troisième. La première des choses que je me suis aperçu dans ce que tu viens de dire, c'est que ce qui est super intéressant avec toi, c'est que tu te donnes des exemples pratiques pour que les personnes de suite puissent se rattacher à quelque chose et comprendre. La difficulté en général, c'est que les personnes vont donner des théories, vont donner des explications, des méthodes, mais ça va rester dans le flou. Alors que toi, tu es une personne vraiment très pragmatique et de suite, tu vas le mettre en application avec un exemple concret que tu viens de vivre, ce que tu viens de nous partager par rapport à ce matin. Et ça, c'est super parce qu'au moins, on sait qu'avec toi, quand des personnes viennent te voir, ben, on sait que tu ne vas pas faire que parler et que là, de suite, on va mettre des choses en place et qu'on ne perd pas de temps. C'est-à-dire qu'on va faire plein de petites étapes, mais de suite, on les met en place. Et de suite, on a des acquis et je dirais, on a un apprentissage et on part avec quelque chose direct. La personne qui t'a appelé, de suite, elle est repartie avec toi au téléphone, qui lui a donné, je dirais, des exemples concrets, un exercice, mais je dirais de suite, c'est un petit exercice qui de suite donne des bénéfices, des résultats. Et ça, c'est magnifique, parce que tu permets à la personne qu'en l'espace d'un petit temps, qu'elle, avec ce temps-là, elle n'aurait jamais imaginé, je dirais, avoir ces choses-là dans sa tête, c'est-à-dire ce résultat. Et toi, tu permets de vraiment décupler les résultats, parce que tu vas droit au but et que tu agis rapidement, efficacement. Et c'est là où je dirais, allez, je veux dire un troisième en même temps, c'est qu'on ressent ton professionnalisme. Et c'est ça qui est super intéressant parce que tu es à la fois quelqu'un d'humain qui va comprendre, je dirais, la personne, l'entendre, tu vas être en empathie et de suite, tu vas, comme, je sais pas, je vais pas dire le médicament, mais tu vas donner, je dirais, la bonne pincée, je dirais, allez, d'amour pour que la personne puisse dire, allez, prends un petit peu dans cet amour, tu lui dis, regarde, là, il y a de l'amour à prendre, prends un petit peu dans cet amour, donne-te-le, et après, trouve ta propre voie. Et c'est comme si tu partageais, je dirais, cet amour avec ce professionnalisme, parce que tu sais quel amour il faut donner, et que la personne va pouvoir s'en servir. Et c'est super intéressant de voir ce que tu viens de dire, parce que finalement, on ressent déjà comment ça va se passer quand finalement les personnes viennent avec toi et sont en contact avec toi. On sait que tu es une personne qui ne fait pas que parler. On sait que tu es une personne qui va agir et on sait que tu es une personne qui agit mais qui sait pourquoi elle agit, comment elle agit, où elle va et que tu connais très bien ton sujet. Et ça, c'est vraiment extrêmement important à mon sens pour les personnes qui viennent te voir parce que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin des grandes paroles, on n'a pas besoin des personnes qui vont nous dire la vie c'est comme ci, la vie c'est comme ça. Non, on a besoin de personnes qui nous entendent et qui de suite vont nous donner, je dirais, des conseils avisés, précis, concis et concrets qui nous permettent d'avancer. Et ça, c'est super parce que vraiment, on voit dans ce que tu viens de dire, ton interprétation, qu'il y a du contenu et qu'il y a aussi du contenant. C'est-à-dire que tu sais de quoi tu parles et tu sais comment tu le dis. Ça, c'est la première et la troisième chose. Et la deuxième, je l'ai oubliée. Donc, c'est pas grave, ça fait la petite blague. Donc, merci pour ce partage. Alors, je vais néanmoins un tout petit peu continuer, mais je pense qu'on va aller quand même beaucoup plus vite sur les autres questions. C'est toujours important, comme tu l'as dit toi-même, de suivre un schéma parce que c'est ce qui nous permet d'avoir des résultats concrets aussi. Il faut, je dirais, se baser sur des méthodes et après, ne jamais oublier son ressenti. Mais c'est important, je dirais, de suivre des méthodes qui fonctionnent. Comme on dit, la roue, quand elle tourne, on ne va pas la réinventer. Donc, finalement, là, tu nous as raconté tes débuts, de un petit peu qui tu étais et comment tu as été emmené à te tourner vers cette activité, donc je le répète, de sophrologie, PNL coaching, médiumnité. Alors, tu nous as dit un petit peu comment s'est déclenché toutes ces choses-là, enfin toute cette activité, tout ce que tu as pu faire, ces actions. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu, que les gens ils se disent, ok, Sarah, elle sait bien parler, elle sait de quoi elle parle, mais raconte-nous un petit peu comment tu as fait cet apprentissage. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce que tu as appris pour aujourd'hui pouvoir transmettre tout ça aux personnes. On va dire, pour faire simple, c'est quoi ton curriculum vitae en tant que sophrologie, PNL coaching et médiumnité? Parce que les personnes, ce qu'ils veulent savoir, c'est, ok, Sarah, on peut lui faire confiance, mais aujourd'hui aussi, on a besoin de choses concrètes. C'est quoi tout ce que tu as fait? Et c'est vrai que je te connais un petit peu, je sais que tu as des choses à dire, je sais qu'on ne va pas être déçus. Donc, on t'écoute. Alors, je continue mon histoire de tout à l'heure parce que ça va avec. Je fais la prise de conscience qu'il faut que je trouve un travail vraiment qui me passionne parce que je ne peux pas travailler 40 ans dans quelque chose qui ne me passionne pas.
Et puis du coup, je me dis, ah, psychothérapeute, c'est pas mal. Donc, je prends rendez-vous avec une psychothérapeute. Et là, elle me dit 4 ans d'études, 9 000 euros de formation. Ouf, là, je me dis, ah, là, ça va. 4 ans 4 ans d'études, 9 000 euros. Et encore maintenant, les psychothérapeutes, il faut être médecin pour être psychothérapeute maintenant. Psychothérapeute, 4 ans, 9 000 euros de formation. Tu devais passer combien de temps pour la formation? C'est quoi? C'était une formation à distance? C'était une formation que tu devais avoir des horaires fixes dans la semaine? C'était comment? C'était des séminaires de plusieurs jours par mois. Combien de jours à peu près? 3-4 jours, une semaine? Près, ouais. Je pense que ouais, c'était 3-4 jours. 3-4 jours sur un mois. Donc tu devais te bloquer 3-4 jours sur un mois. Tu devais payer 9 000 euros. Est-ce que tu devais les payer tout d'un coup ou est-ce que c'était par an? Comment ça se passait? Après, non, mais, quand j'ai vu ça, moi, je n'ai pas été plus loin, en fait. Tu n'as pas essayé de chercher. Déjà, tu sais que 9 000 euros, tu savais que 9 000 euros, finalement, tu les avais pas. Non. Et que tu devais 3-4 jours par mois ne rien faire et ne faire que ça. Et à côté de ça, tu devais travailler donc pour vivre pendant 4 ans. En attendant qu'au bout des 4 ans, tu aies, je dirais, cette formation qui ne t'assurait pas forcément d'être en activité, mais ne serait-ce que d'avoir simplement le contenu. Donc simplement, là, tu avais le contenu, et après 4 ans, tu devais également apprendre à trouver ton propre, je dirais, réseau, ton portefeuille client, et tout ça par derrière. Donc finalement, tu payes 9 000 euros, tu vis pendant 4 ans à côté en faisant quelque chose d'autre, qui n'est pas forcément ce que tu attends de suite, donc tu attends 4 ans, et tu as finalement 3-4 jours que tu ne peux pas travailler, donc tu travailles sur le reste du côté, et tu payes 9 000 euros dans ta tête. Donc déjà 9 000 euros, c'est quand même une grosse somme, 4 ans, et là tu es en train de nous dire que finalement à l'heure actuelle, en plus, il faut être pour un psychothérapeute, donc faire des études comme en étant médecin, donc ça va encore plus loin. Donc ça, c'est ton parcours, comment tu as connu ça au démarrage. Ok, super. Donc la psychothérapeute qui m'explique ça, donc je lui explique tout de suite le blocage. Et là, elle me dit, mais orientez-vous peut-être vers la sophrologie. Et à cette époque-là, je ne connaissais pas du tout. Donc je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Puis là, relaxer les gens. Et sur le coup, je me dis, oh là là, je n'ai pas envie de relaxer les gens, quoi. Je veux les accompagner, je ne veux pas les détendre. Et puis elle me dit, mais si, mais regardez quand même. Bon, je rentre chez moi, je vais sur l'ordinateur, je regarde les formations qu'il y a pour me renseigner. Et puis, je demande un programme. Le lendemain, une dame me rappelle, m'explique le programme de formation sophrologie. Et alors là, 15 jours après, j'étais en formation. Parce qu'elle m'a paru tellement humaine. Je me reconnaissais en fait en elle. Moi qui toute ma vie m'étais sentie complètement différente des autres, là, j'avais vraiment l'impression enfin de rencontrer des gens comme moi et qui avançaient dans le même chemin. Et du coup, voilà, 15 jours après, j'étais en formation, je n'avais pas les moyens. J'ai fait des demandes d'aide un peu partout, j'ai payé en plein de fois. Mais voilà, j'ai avancé. Et puis, donc, j'ai débuté ma formation en sophrologie. Et les premiers séminaires, c'était pas ça, parce que c'était beaucoup de théorie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Et c'est seulement après tu vas reprendre sur qu'est-ce que je fous là, mais si jamais je le dis pas maintenant, après on va détacher. Il y a un point important pour les personnes qui nous écoutent. Tu as dit que finalement tu avais commencé et que tu voulais être donc psychothérapeute au démarrage et tu t'es tourné vers la sophrologie. Mais moi j'ai une question pour tous les gens qui nous écoutent. Finalement, toi en tant que professionnel de la sophrologie, est-ce que tu peux nous donner la différence en tant que psychothérapeute et en tant que sophrologue? Pour les personnes qui nous écoutent, je pense que c'est important de faire le point à ce niveau-là. Alors, la psychothérapie, c'est une technique qui est assez longue. C'est-à-dire qu'on va faire des cures, entre guillemets, des séances pendant plusieurs années, voire une dizaine d'années. Un peu comme la psychanalyse. La sophrologie, c'est de la thérapie brève. C'est-à-dire que le but, c'est qu'en quelques séances, les personnes puissent aller mieux et avancer dans leur vie. C'est vraiment la grosse différence qu'il y a entre les deux. C'est vraiment très, 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 très important ce que tu viens de dire parce que finalement, il ne faut pas opposer la psychothérapie avec la sophrologie. C'est complémentaire. Et c'est ce que tu viens de dire finalement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent justement se dire moi je veux faire ça ou ça, dans le sens où ils pensent que c'est la même chose, mais finalement non, pas du tout. La psychothérapie, comme tu as dit, finalement c'est quelque chose, aujourd'hui on doit être médecin, je dirais comme tu l'as dit, donc c'est quelque chose de vraiment de très, très, très costaud finalement, très costaud, et on va dans l'analyse profonde. Donc finalement,
c'est un choix, je dirais, de ne pas vouloir passer autant de temps parce qu'il faut du temps pour canaliser toute cette information lourde et costaud en tant que psychothérapeute. Donc, c'est pas évident, je dirais, comme on l'a dit, c'est 4 ans avec ses 9 000 euros, etc. Et de l'autre côté, tu as la sophrologie qui a la même direction, mais qui est entre guillemets plus légère et à la fois plus pratique, pragmatique, c'est-à-dire qu'il va pouvoir aider plus rapidement, mais peut-être des problèmes entre guillemets moins profonds, je dirais, parce que ça touche la psychothérapie des choses très lourdes. Alors que la sophrologie va toucher, je dirais, à mon sens, c'est ce que je ressens, beaucoup plus de personnes, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes qui ont besoin de faire des petits ajustements qui finalement sont quand même des grands ajustements, que plutôt des personnes qui ont des problèmes psychologiques finalement profonds. Donc, heureusement pour nous, notre société, que je dirais, on a quand même beaucoup moins de personnes qui ont des problèmes profonds et beaucoup plus de personnes qui ont des problèmes entre guillemets légers, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Ça veut dire que psychologiquement, ils sont moins grands que ces personnes-là, mais par contre, ils sont extrêmement importants parce que si on déclipse, je dirais, les clés, comme tu as dit tout à l'heure, des personnes, comme tu as donné l'exemple tout à l'heure, ben on déclipse les clés de sa vie, de ce qu'il a envie de faire, son accomplissement personnel pour sa vie, devenir thérapeute, etc. Ils sont des choses extrêmement importantes. Et finalement, la sophrologie, ça t'a parlé à toi, si jamais je comprends bien, et ce que je ressens aussi par rapport à toi, c'est parce que tu es une personne aussi qui aime avancer, qui aime avoir des résultats concrets, qui aime, je dirais, être dans le pragmatique, un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir des belles méthodes, mais des belles méthodes, si on ne sait pas les mettre en pratique, il faut qu'il y ait des résultats. Et ce qu'on ressent avec toi, c'est que toi, on n'est pas là pour parler, on est là, je dirais, parler c'est bien, mais agir c'est mieux. On est là pour avoir des résultats. Et toi, finalement, ce que tu viens apporter par rapport à sophrologie et ce qui te correspond beaucoup plus, ce que je ressens et ce qui finalement, moi aussi, ce que j'apprécie, c'est que tu es dans la pratique. C'est que de suite, tu vas donner des résultats aux personnes. Et la sophrologie t'a apporté, je dirais, cette situation, d'où la sophrologie te correspondait beaucoup plus. Donc ça, c'est ce que je ressens finalement, donc cette différence et non cette dualité par rapport à la psychothérapie et à la sophrologie. Donc finalement, la sophrologie, comme tu l'as dit, c'est pour aider les personnes avec, je dirais, des méthodes beaucoup plus rapides pour avoir des résultats beaucoup plus rapides. Ce qui ne veut pas dire que c'est moins bien, pas du tout. C'est très bien dans cette situation-là, comme on l'a dit tout à l'heure avec l'exemple pour l'accomplissement personnel, de faire ce qu'on a envie de faire dans sa vie. Donc ça, finalement, c'est l'idée. Et toi, finalement, pour débloquer cette situation, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être envie de débloquer aussi cette situation, en tant que j'ai envie, moi aussi, d'être sophrologue, parce que c'est quelque chose qui me plaît, d'aider les personnes autour de moi et d'avoir des résultats concrets pour ne pas attendre aussi peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, et je ne peux pas me le permettre aussi. Tu vas même demander des aides autour de toi à l'époque, un petit peu à droite à gauche, pour justement t'en sortir. Donc ça, c'est super sympa, cette petite anecdote, mais quelque chose de très profond, parce que peut-être les personnes aujourd'hui, elles se disent « Et moi, j'ai pas l'argent, c'est pas évident ». C'est pas pour ça que toi, personnellement, dans la même situation, tu n'as pas trouvé des solutions autour en disant « C'est quelque chose de vraiment important pour moi ». Et je suis allé chercher, je dirais, ces besoins financiers à cet instant T pour débloquer ma vie, parce que c'était quelque chose d'extrêmement important pour moi. Donc finalement, ce que tu as fait dans ton parcours et que les personnes aussi peuvent essayer de s'en inspirer, c'est qu'avant de dire « je n'ai pas les moyens financiers », tu es allé te renseigner sur ce que c'était. Et à ce moment-là, parce que tu t'es renseigné sur ce que c'était, tu t'es dit « mais c'est vraiment quelque chose d'important pour moi ». Donc les moyens financiers, c'est qu'un obstacle, je vais trouver la solution. C'est un petit peu ça ce que tu as fait. C'est ça, c'est que très souvent, on attend d'avoir les moyens financiers pour faire quelque chose, alors qu'en fait, on est dans les peurs quand c'est comme ça. On est dans les peurs de ne pas y arriver. Et quand on est dans les peurs, on a une énergie qui est très basse. Et du coup, on va pas attirer à nous ce qu'on a besoin. Alors que quand on se lance, on se dit, bon, bah, ok, je sais pas, voilà, au pire des cas, je vendrai des trucs que je ne me sers pas. Ou voilà, il y aura toujours des solutions qui vont se trouver. Mais en tout cas, voilà, je me lance dans quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Du coup, on est dans une énergie du cœur, dans une énergie très puissante. Du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que les solutions se trouvent. Parce que toutes les barrières qu'on avait avec les peurs, en fait, elles sautent. Parce que ça y est, on a passé le pas. De toute façon, maintenant, il n'y a plus le choix. Et les solutions, elles vont devoir se trouver. Allez, on reprend sur ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, finalement, tu en étais à « qu'est-ce que je fous là ?» Alors, ouais. Je ne sais plus pas exactement, mais toi, tu sais. Donc, on t'écoute. Mes premiers séminaires que j'ai fait en formation sophrologie à Paris, oui, je me suis dit « qu'est-ce que je fais là ?» Parce que je m'ennuyais, en fait. C'était beaucoup de théorie, c'était de la relaxation. Et c'est seulement au bout du 3e séminaire où on est vraiment rentré dans la pratique et dans les problématiques des personnes, où là j'ai fait
c'est ça, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment aider à accompagner les gens. Et avec mes collègues de formation, voilà, je vais me répéter, mais je me suis vraiment reconnue entre eux, avec eux. Bon, j'étais plus jeune qu'eux, mais il n'empêche qu'on avait quand même les mêmes problèmes, le même style de problème à régler et la même vision des choses par rapport à notre conception de la vie, en fait. Donc, je me suis reconnue, je me suis plus sentie seule. Je me suis dit, waouh, je ne suis pas toute seule, quoi. Dans ce cas-là, on est plusieurs et c'est génial parce que du coup, on se constitue. Et du coup, de là, en fait, la formatrice que j'avais à cette époque-là était aussi coach en PNL. Et du coup, elle nous donnait des petites astuces et ça m'a énormément plu. Et puis, moi, j'ai commencé juste avec la sophrologie, comme beaucoup de sophrologues, en fait. Et je me suis vite rendu compte que je n'avais pas assez de technique, pas assez d'outils, surtout en communication. En fait, j'atteignais des limites avec la sophrologie. J'ai besoin d'aller plus loin. Et c'est pour ça que… et après, j'ai rencontré une personne qui était coach en PNL. Il venait de finir sa formation, en fait. Et du coup, m'en parlait beaucoup. Et là, je me suis dit, non, mais voilà, c'est ça qu'il me faut, quoi. Il faut que j'aille en formation. Donc, j'ai continué, en fait, à me former. Donc, pareil, sur un an, à Paris, bon, là, c'est beaucoup plus concret. C'est vraiment des techniques de communication, travailler sur les phobies, travailler sur prendre de la distance avec ses émotions. C'est vraiment terre à terre parce que c'est scientifique. Hein. Là, pour le coup, c'est pas du tout spirituel. Et c'est génial parce que ça me manquait aussi ce côté scientifique. Ce côté, c'est prouvé et ça a été analysé comment fonctionne le cerveau et comment on peut justement transformer les choses. Mais pareil, c'est de la thérapie brève aussi. Et de là, en fait, j'ai rencontré 2 personnes qui étaient initiées au Reiki, aux énergies. Et en fait, il y en a une que j'ai trouvée tellement joyeuse, tellement heureuse que je me suis simplement dit, ouais, je veux être comme elle. Moi aussi, je veux être heureuse. Et du coup, je me suis formée au Reiki. Donc, à plein de Reiki après différents par la suite. Parce que c'était vraiment mon truc, jusqu'à ce que du coup j'atteigne une limite où là je commence à canaliser les guides et que là j'entends Sarah, voilà, arrête de former au Reiki maintenant, c'était une porte, c'était une ouverture, c'était super, mais maintenant tu vas créer tes propres stages, tes propres formations en énergie. Et là je me suis dit, waouh, je mets quoi dedans, quoi. Et du coup là j'ai canalisé toute la trame en fait de ce qu'il fallait mettre dans le stage énergie, que j'ai commencé en fait toutes ces formations-là en présentiel au début et après j'ai mis en ligne. Donc là, tu es en train de nous raconter un petit peu tout ce que tu as vécu avant d'arriver à te déployer tes propres ailes. Je dirais comment tu t'es formé de tout ce que tu viens de dire. Il y a une chose qui me touche, moi, que j'aime beaucoup dans ce que tu viens de dire, c'est qu'à un moment donné, et en plus tu as dit, je me répète peut-être, mais je comprends pas pourquoi tu dis ça, ça doit être certainement dans ton expérience personnelle, parce que je ne t'ai jamais entendu me dire ça. Donc c'est que tu as dû le dire à d'autres personnes, mais aujourd'hui c'est la première fois qu'on l'entend. Je me répète peut-être, tu as dit, mais je me retrouvais dans mes autres personnes avec qui on se formait, dans mes collègues, je me retrouvais pareil, c'est-à-dire qu'on avait les mêmes problématiques. Je trouve que c'est un point extrêmement important à dénoter, parce que, à mon sens, c'est que si les personnes ne se lancent pas, c'est parce qu'elles ont peur d'être différentes. Et tu l'as souligné tout à l'heure avec la personne justement qui t'a appelé ce matin, elles ont peur d'être différentes, elles ont peur d'être jugées, comme tu l'as dit, elles ont peur de sortir du groupe. Et finalement, ce que tu viens de dire, c'est la clé pour avoir confiance en soi, pour se lancer. Parce que quand on se lance et qu'on a des personnes comme nous, on retrouve un autre groupe. Alors c'est Idriss Aberkan qui est vraiment super, hein, je suis certain que tu le connais déjà, et qui vraiment, il explique une chose, c'est que si on veut sortir d'un groupe, il faut prévoir de rentrer dans un autre groupe pour ne pas être tout seul. Mais c'est un peu le même principe de ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu es sorti du groupe et tu as rencontré un autre groupe. Pour éviter de penser, entre guillemets, on est différent, on est seul, et on va être pointé du doigt. Alors que si on part d'un groupe et on va dans un autre groupe et qu'on voit que d'autres personnes sont comme nous, ben on comprend qu'entre guillemets, c'est bon, on est comme d'autres personnes, on est comme, je dirais pas tout le monde parce qu'on se dit tout le monde, mais enfin si, parce qu'après on se rend compte que finalement le premier groupe, en fait c'est la même chose que le deuxième groupe, c'est juste qu'il y a des peurs entre les deux qu'il faut dépasser, mais ce qui est super intéressant, c'est que tu t'es rendu compte que tu étais comme tes collègues. Et finalement aujourd'hui, moi je pense que si les personnes, elles doivent sortir du premier groupe, comment aller dans le deuxième groupe, c'est juste qu'elles ont à venir regarder dans le deuxième groupe comment les personnes sont. Et là, à ce moment-là, elles vont dire, mais ouais, mais en fait, je suis pareil que ce deuxième groupe. Et en plus, ce deuxième groupe,
je dirais les peurs, ils sont en train de les travailler, ils sont heureux et en plus, ils convertissent leurs peurs, je dirais, en atout, comme tu l'as si bien dit. C'est extra. J'ai pas envie de rester dans mes peurs avec le premier groupe, j'ai envie de travailler ces peurs et puis de les convertir en atout. J'ai envie de savoir ça. Et finalement, ce qui permet de faire le pont, ce que tu viens de dire, c'est de se rendre compte qu'on est comme ce deuxième groupe, qu'on est comme d'autres personnes, qu'il y a des personnes comme nous. Donc finalement, on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit. On n'est pas, entre guillemets, si différent de tout le monde. Non, en fait, on est, je dirais, comme tout le monde aujourd'hui parce qu'on a des peurs, mais on est aussi comme ces autres personnes qui sont en train de dépasser. Et j'ai envie de rester avec ces personnes qui créent des atouts de leur peur. Et je suis comme eux, parce que moi aussi, je suis un battant. Et moi aussi, j'ai envie de réussir. Et le fait que tu dises que tu es comme tout le monde, aujourd'hui, c'est aussi le but de cette émission, de montrer à tout le monde qu'ils sont comme toi, ou que tu es comme eux. Et de créer des liens de connexion, de leur dire, mais venez dans ce groupe. Sarah, elle est comme vous. Et je dirais, aujourd'hui, elle a peut-être, je dirais, dépassé, elle a fait un chemin qui va peut-être au-delà à l'heure actuelle. Mais, Sarah n'est pas au-dessus ou en dessous. Elle a juste suivi ce chemin comme d'autres l'ont suivi. Et qu'elle vous invite à vous donner la main, de dire, venez avec moi, on est tous ensemble, mais on n'est jamais quelqu'un au-dessus ou en dessous. On est tous pareils, c'est juste qu'on avance à des, je dirais, rythmes différents. Et on a juste envie de se tendre la main les uns avec les autres, c'est comme si c'était une grande ronde et qu'on attend que d'autres personnes nous prennent la main pour venir dans cette grande ronde de cet autre groupe qui justement sont plus heureux à travailler leur peur pour en faire des atouts et se réaliser, que plutôt le premier groupe où, entre guillemets, on ne se tient pas la main et qu'on a peur. Donc le deuxième groupe, c'est vrai que voilà, on ne fait que créer du bonheur avec finalement, entre guillemets, le malheur. On transforme le malheur en bonheur. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te dire? Alors, ça veut pas dire quitter le premier groupe, attention. Hein. Parce que le premier groupe, c'est souvent la famille et les proches. Ah. Voilà, ça veut pas dire quitter le premier groupe. Ça veut dire trouver quelque chose de plus. Quelque chose de complémentaire. Mais effectivement, quand on évolue, de toute façon, il y a des personnes qui vont s'éloigner, d'autres qui vont se rapprocher. Et c'est normal parce que quand les chemins s'éloignent, il faut l'accepter aussi. C'est pas toujours facile, mais c'est pour ça qu'aussi c'est important de s'entourer de personnes qui nous remontent au niveau positivité, qui ont foi en nous et qui comprennent ce qu'on dit. C'est extrêmement important, dont le groupe 2. Mais sauf qu'on ne peut pas lâcher le groupe 1 parce que c'est des personnes quand même extrêmement importantes. Mais le fait d'être dans le groupe 2, ça va nous permettre d'évoluer, de prendre confiance. Et quand plus on a confiance en soi, en qui on est vraiment, et plus les proches après ils suivent. Parce qu'ils sentent en fait qu'on est épanoui. Les proches, pourquoi ils sont pas bien? Parce qu'ils s'inquiètent tout simplement de choses qu'ils ne connaissent pas. Voilà, c'est juste la petite parenthèse. Je le montre en visuel, même si on est à la radio, pour les gens qui le verront et qui pourront aller le voir donc sur notre page, sur notre page de la radio RFP, et également pour toi, puisque toi aussi tu vas diffuser cette émission sur ton propre groupe, puisque aujourd'hui, on va en parler après, mais tu as aussi ton propre groupe, une communauté que tu as mis en place. Donc finalement, je viens de faire un dessin. Et pour essayer d'exprimer ce que tu viens de dire, donc finalement, je viens de dessiner 2 ronds. Alors, 2 ronds, l'un dans l'autre. Et finalement, ce que tu viens de dire, à mon sens, c'est 2 ronds l'un dans l'autre, c'est-à-dire qu'ils fusionnent un petit peu l'un dans l'autre. Et c'est comme si le premier groupe était ici, et on a un deuxième groupe qui arrive ici. Et l'idée, c'est que finalement, on part dans un deuxième groupe, mais en même temps, on reste dans le premier à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'ici, c'est finalement les personnes importantes dans son premier groupe qu'on a finalement fait le tri et qu'on a gardé parce que c'était les personnes qui étaient les plus importantes. Les autres, finalement, qui sont dans ce premier groupe et qu'on ne garde plus, c'est finalement le tri qu'on a fait pour, je dirais, savoir si c'était les personnes qui allaient dans le même objectif que nous, dans notre objectif de vie. Et finalement, c'est ces personnes-là qui vont dans le même objectif que nous, je dirais, et qu'on garde par rapport à notre premier groupe. Et là, on est en train d'avoir d'autres personnes. Donc, on se rend compte que déjà, dans notre premier groupe, il y avait des personnes qui avaient envie qu'on avance, et que ces personnes-là vont nous soutenir, les vrais amis, comme on appelle aussi. Et il y a les personnes supplémentaires ici qui sont des nouvelles personnes qu'on va rencontrer dans ce nouveau groupe. Un petit peu tes collègues que tu ne connaissais pas avant et qui tendent vers, je dirais, ce que tu apprécies. Mais finalement, ce premier groupe, c'est le groupe un petit peu, je dirais, de la société, de ce qu'on avait avant. Et ce deuxième rond, finalement, c'est notre environnement qu'on choisit nous-mêmes, puisqu'on garde des personnes du premier groupe qu'on a choisi. Et on prend d'autres personnes nouvelles qui vont beaucoup plus dans notre objectif de vie. Donc c'est super intéressant parce que finalement,
Ça ne veut pas dire qu'on quitte le premier groupe, comme tu l'as dit, puisqu'on garde toujours une partie qu'on a choisie. Mm. Mais en même temps, on fait son nouveau, et c'est ce que j'appelle finalement le choix. Je dirais ça, c'est vraiment un choix, parce que tu as les deux possibilités, un groupe ici, un cercle ici qui est un groupe, un cercle ici qui est un groupe, mais tu fais le choix de faire ton propre chemin, c'est-à-dire qui est ici, de garder des personnes que tu souhaitais garder, plus avoir des nouvelles personnes qui sont dans ton objectif. Et là, il y a vraiment un choix parce qu'il y a deux possibilités. Alors qu'au début, les personnes étaient ici, on leur disait que c'était bien et elles restaient ici, sans même savoir finalement si c'était bien ou pas, puisqu'elles n'avaient pas le choix, elles n'avaient qu'une seule possibilité. Là, il y a une deuxième possibilité qui arrive et qui garde, je dirais, ce premier point, comme on a dit, plus le nouveau. Donc finalement, c'est sa création personnelle, ce deuxième rond, qui correspond vraiment à son accomplissement personnel. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, oui. Super. Allez, donc on continue. Maintenant, tu viens de nous dire un petit peu vraiment ton curriculum vitae de tout ce que tu as découvert et c'est quand même assez impressionnant. Donc, Après, finalement, j'ai fait plein d'autres formations derrière. Hein. alors, on t'écoute. Tu nous listes tout. On t'écoute. Allez, c'est parti. Après, je ne me rappellerai pas de tout, mais après, j'ai continué à me former parce que, donc après, en fait, j'ai fait la sophrologie, c'était plus au niveau du corps. La PNL au niveau du mental, le coaching, et le Reiki, puis ensuite, par la suite, les énergies au niveau spirituel, développement, voilà, donc il y a le développement humain, mental et spirituel. Donc ça faisait déjà vraiment les trois qui sont essentiels en fait à notre évolution. Parce que Tu viens de dire sophrologie corps, PNL esprit, énergie spirituelle. Énergie spirituelle. Ok, très important. C'est ce qui est subtil en fait. D'accord. Et ressenti. Et du coup là, avec ces formations-là, j'avais déjà beaucoup d'outils et de techniques. Mais entre-temps, j'ai fait des rencontres et j'ai testé des choses qui m'ont plu, alors que je n'ai pas forcément utilisé beaucoup avec des clients, mais en tout cas qui m'ont servi pour moi et que j'ai pu après, dans les formations que j'ai créées, m'en servir pour donner des techniques et des outils aux personnes. Notamment, donc, il y a eu le FT, il y a eu le MDR, il y a eu la chromothérapie qui travaillait avec les couleurs. Excuse-moi de ne pas aller trop vite parce que tu viens de dire deux mots. Alors là, tu m'as perdu. C'était quoi les deux mots Alors, le FT, en fait, c'est une technique où on va tapoter, sur des méridiens, des points d'acupressure, en fait, en disant des phrases. C'est-à-dire qu'on va dire la phrase négative, même si je n'ai pas confiance en moi, je m'aime profondément et complètement. Par exemple, tu vois. Et en fait, ça va annuler l'effet négatif, c'est-à-dire que ça va le rendre neutre, en fait. Ça va permettre de désensibiliser des émotions. Le FP. Le FT. Après. L'FT ou P comme papa ou T comme Thierry. Thierry, ok. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu en EMDR. Le MDR, en fait, c'est une technique où on va la plupart du temps utiliser un stylo. Donc, en fait, en racontant une expérience négative, eh bien, on va suivre le stylo. Parce qu'en fait, en PNL, on apprend que le cerveau va ranger dans divers endroits. Et que quand on met vers le haut, donc les yeux levés vers le haut, avec les yeux, on est dans le visuel. Les yeux sur les côtés, on est dans l'auditif. Les yeux en bas à gauche, on est dans le kinesthésique, dans le ressenti. Et dans je me parle à moi-même, je me répète des choses. Et en bas à droite, on est dans le ressenti. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du regard, en fait, on va aller, quand on va raconter une expérience qui est difficile, sans faire exprès, on va être beaucoup dans le ressenti. Alors qu'en rangeant ça au bon endroit, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, mon émotion va être désensibilisée et je vais être beaucoup plus neutre et sereine par rapport à ce que j'ai vécu. Très intéressant ce que tu viens de dire. Si j'essaye de remettre en place par rapport à la vision dans l'espace de comment on bouge avec le stylo, on sait analyser de où est-ce qu'on place chaque information qu'on est en train de dire. Et au moment où on est en train de donner une information et finalement qu'on ne la place pas forcément, je dirais, au meilleur endroit, on va dire, il faut que je le replace cet endroit-là pour la mettre dans la bonne boîte, je dirais, pour la canaliser. C'est ça finalement. Voilà, c'est ce qu'on apprend en fait à faire en PNL, en coaching. On apprend justement à détecter les mots qu'emploie la personne pour savoir dans quel secteur elle est plus. Et puis justement au niveau du visuel, où est-ce qu'elle range ses informations.
pour pouvoir justement rentrer dans un mode de communication adapté à la personne. Extra. Donc là, tu nous as parlé sophro, PNL, énergie, EFP, Reiki, EMDR. On t'écoute. De toutes les formations que j'ai fait, il y a eu Theta Healing aussi. Theta Healing, c'est une technique Healing, Theta Healing. Theta Healing. Comment ça s'écrit? T-E, accent circonflexe, T-A, c'est un état en fait. Le Theta, l'état Theta, en fait, on l'utilise aussi en sophrologie. C'est un état entre la veille et le sommeil. C'est une sorte de transe, tu vois. Un peu comme l'hypnose, sauf que tu es toujours conscient, comme quand tu t'endors. Voilà, tu t'endors, tu es entre la veille et le sommeil à un moment donné, tu es dans cet état-là. Pour les personnes qui ne connaissent pas trop, on pourrait dire que c'est une sorte de méditation. Voilà. Ok. Theta et comment on l'écrit à la fin? T-E-T-A H-E-A-L-I-N-G. H-E-A-L-I-N-G. G. Ok, très bien, on t'écoute. Et du coup, voilà, en Theta Healing, en fait, on apprend. Donc là, c'est plus spirituel parce que du coup, on va travailler sur des plans d'existence différentes au niveau énergétique. Et on va monter ce qu'on appelle en vibration pour pouvoir aller utiliser sa médiumnité pour orienter et accompagner la personne à débloquer des choses. Super. J'ai fait de On la en fait déjà beaucoup. Est-ce que tu as encore d'autres choses, d'autres cordes à ton arc à nous sortir? j'ai fait aussi de l'Access Bar. Alors l'Access Bar, c'est une technique, pareil, avec les méridiens. Hein. C'est en fait, on va en fait simplement, on ne parle pas la plupart du temps pendant la séance. C'est des points d'acupressure en fait qu'on va toucher essentiellement au niveau de la tête. Des protocoles où il y a des phrases aussi de déblayage, qu'on appelle de déblayage, pour pouvoir faire partir en fait toutes les croyances. C'est vraiment un travail sur les croyances. Parce que quand on est enfant, on nous met beaucoup de croyances. Sans le faire exprès, nos parents, nos professeurs nous mettent des croyances dans la tête. Par exemple, quelqu'un peut dire, de toute façon, les riches, ils sont cons, quoi. De toute façon, il n'y a que les gens pauvres qui sont sympas et gentils. Voilà, ça, c'est des croyances. Ou alors, à chaque fois, dans la famille, de toute façon, à chaque fois qu'on mange un gâteau, on grossit. Qu'est-ce qui se passe? C'est des croyances. Donc, même si on a beau se dire, mais non, c'est pas vrai, j'y crois pas, mais cette croyance-là, elle est ancrée parce qu'on nous l'a tellement répété étant enfant que du coup, qu'est-ce qui va se passer? Notre cerveau va l'avoir intégré comme réel. Et comme notre cerveau va l'avoir intégré comme réel, il a cette information-là, et du coup, à chaque fois que je vais manger un gâteau, je vais vraiment prendre du poids. Parce que on informe notre cerveau, tout simplement. Et donc, en fait, voilà, ces techniques-là aident justement à désinformer le cerveau. Et à choisir ses propres croyances. Je résume tout ce que tu viens de nous dire. Donc, sophrologie, PNL, qui est programmation neurolinguistique, les énergies, l'EFT, le Reiki, le MDR, Theta Healing, l'Access Bar. C'est pas mal. En tout cas, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on sait que tu sais de quoi tu parles. Et ce qui est super important, c'est que chaque chose que tu es en train de dire, tu sais le développer et l'expliquer. Et ça, c'est super sympa, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une personne qui a, entre guillemets, des théories, mais qui sait surtout, je dirais, à quoi ça correspond et comment les appliquer de suite et les expliquer. Donc ça, c'est top. On continue, parce qu'en fait, c'était que la deuxième question. Donc, on va aller un petit peu plus vite. C'était quoi tes peurs? Alors, je pense que tu en as parlé un petit peu, mais on va reconcentrer, je dirais, ce sujet-là rapidement. C'était quoi ta peur avant de te lancer? À faire justement cette activité que tu fais aujourd'hui, à accompagner les gens, donc à être dans la sophrologie, PNL coaching, médiumnisme. Ma plus grande peur, c'était de ne pas pouvoir les aider. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient, prend une séance, qui me la paye, et qu'en fait, je me rende compte que je n'ai pas pu l'aider comme j'aurais voulu. Ça, c'était ma plus grande peur. De ne pas avoir les résultats, de penser que tu n'es pas à la hauteur de pouvoir donner, je dirais, la contrepartie de ce que la personne est venue chercher en venant te voir. D'accord. Donc finalement, c'était la plus grande peur, c'était de ne pas être à la hauteur, je dirais, de répondre aux attentes des personnes en face de toi. Surtout que j'étais très jeune et du coup, je me suis retrouvée avec des personnes beaucoup plus âgées et donc j'ai été jugée aussi
oh là là, elle est plus jeune que moi, elle me donne entre guillemets des leçons. Et puis le jour où je me suis rendu compte que c'était moi-même qui avait cette croyance-là et qui m'auto-jugeait intérieurement, c'est pour ça que j'attirais ces gens-là à moi. Du coup, ça a été fini et après, on ne m'a plus jamais jugé en fait. Super, donc finalement, tu as été un peu plus loin. La peur, c'était la peur donc, du jugement des autres aussi, de savoir si les personnes, tu pensais que tu allais être à la hauteur ou pas. Et aussi par rapport à cet âge, donc il y a peut-être des personnes qui sont jeunes aujourd'hui et qui se disent non, non, parce que j'ai peur, je dirais, de donner, ils vont penser que je leur donne des leçons de vie, alors que finalement je suis plus jeune et je sais pas. Donc il y a peut-être des personnes qui sont jeunes et qui ont peur de se lancer parce qu'ils ont ce blocage comme toi. Et ce que tu as expliqué, c'est que tu as débloqué cette situation en allant sur le terrain et en te rendant compte que ce n'était pas forcément, je dirais, la réalité dans la pratique. Donc tu as exercé, je dirais, tu as commencé à te mettre en action. Et là, tu as vu que ta peur, finalement, c'est en aller d'elle-même parce que finalement, c'était créé dans ta tête et non sur le terrain. En fait, en formation, on s'entraîne. Et on trouve des personnes, alors soit des collègues de formation, mais aussi des personnes. Moi, j'avais carrément été à l'école, demander s'il y avait des mamans qui voulaient que je m'entraîne sur elle à la sophrologie. Et du coup, en fait, c'est pendant la formation, donc entre les séminaires, c'est vraiment en m'entraînant, en fait, que je me suis rendu compte que ça fonctionnait et que c'est pas l'expérience que du coup, après, j'ai pris confiance en moi. C'est super ce que tu viens de dire. D'ailleurs, j'ai une petite question, du coup, une interrogation. À l'heure actuelle, est-ce que tu as prévu justement un groupe pour regrouper tes élèves entre eux, les mettre en contact si jamais ils veulent travailler justement un petit peu ensemble, à se contacter pour se faire des exercices en commun, pour justement être dans la pratique, comme tu dis. Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais mettre en place dans l'avenir? Parce que finalement, aujourd'hui, tu transmets, je dirais, toutes ces formations en live par Internet. Est-ce que ce serait pas justement judicieux de regrouper donc du coup ces élèves pour qu'ils puissent se contacter et s'entraider les uns avec les autres pour être dans la pratique par rapport justement à faire ces exercices? Et qu'est-ce que tu en penses de ça? T'en es où? Alors, en fait, on le fait déjà, parce que sur le site de formation en ligne, déjà, ils ont l'accès au forum privé de discussion pour que je puisse répondre à leurs questions, mais ils ont aussi leur groupe privé Facebook. Donc, en fait, il y a plusieurs groupes. Il y a le groupe, parce qu'il y a des personnes qui font que la formation énergie. Donc, il y a le groupe énergie et médiumnité, et il y a le groupe de ceux qui font PNL, coaching, sophrologie, énergie, où justement, de temps en temps, en fait, quelqu'un poste un petit message, tiens, qui c'est qui serait dispo, soit par Skype, soit en direct, pour ceux qui ne sont pas très loin, parce que j'ai des gens de la Réunion, enfin j'ai des gens d'autres pays aussi, là, de Belgique, qui vont rentrer aussi. Et du coup, quand ils sont loin, ça permet justement qu'ils puissent créer des liens et qu'ils puissent travailler ensemble. Et puis nous, en Vendée, régulièrement, avec les élèves en énergie, parce que c'est important, on se retrouve régulièrement pour se faire des soins, pour recevoir, pour donner, pour manger ensemble, échanger et puis se retrouver, en fait, parce qu'on adore se retrouver tous ensemble. C'est extra, là, tu viens de donner plein d'informations. Donc finalement, bon, déjà, félicitations, parce qu'effectivement, je vois que tu as déjà tout prévu, tu as plein de groupes, je dirais, et chacun son rôle. Donc finalement, les personnes peuvent se retrouver. Ce qui est super intéressant, finalement, quand les gens viennent à toi, c'est que tu mets en contact des personnes de plein d'horizons géographiques différents. Donc, ils ne sont pas bloqués à se dire il faut que je trouve une personne en face à face de suite parce que c'est pas évident. Et puis, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des personnes, je dirais, autour de soi de suite dans la même énergie que soi. Alors que là, sur Internet, c'est beaucoup plus rapide. Finalement, tu les mets en connexion rapidement pour qu'ils puissent s'entraîner les uns avec les autres et à des distances géographiques, je dirais, beaucoup plus loin. Donc, une personne qui est aussi peut-être, je dirais, bloqué dans une situation géographique où il voit peu de personnes, c'est un petit village, etc., va être mis en contact avec des personnes qui sont même à la Réunion ou en face extra, ou dans des grandes métropoles. Donc finalement, tu les regroupes. Donc ça, c'est super. Et en plus, ce qui est super intéressant à ce que tu viens de dire, c'est que tu peux toucher des personnes avec le biais d'Internet qui sont extrêmement loin aussi. Donc finalement, tu peux apporter, je dirais, tes compétences et transmettre ton savoir, ton expérience à des personnes sans qu'il y ait un blocage, je dirais, d'accès direct concret dans le réel. Donc par le biais du virtuel, tu peux agrandir finalement ce groupe d'élèves partout dans le monde. C'est extra, c'est super. Et alors tu viens aussi de notifier une chose qui est extrêmement importante. Avant de former les personnes par le biais d'Internet avec les vidéos, ce que tu fais à l'heure actuelle, et justement on va en reparler, tu as fait bien évidemment du face-à-face. Donc tu connais concrètement la situation en face-à-face. Tu es une experte, je dirais, parce que si je ne dis pas d'erreur, tu as commencé il y a combien de temps à faire du face-à-face? J'ai commencé il y a 10 ans, il y a 9 ans, ouais, 9-10 ans. En fait, j'ai commencé par être thérapeute, donc à recevoir les gens en individuel pour des problématiques.
Ensuite, j'ai créé des ateliers de développement personnel sur des thèmes tels que la confiance en soi, etc., etc. Ensuite, j'ai fait les formations. J'ai créé les formations sophrologie, PNL, Reiki au début, c'était Reiki, et après, c'est devenu énergie, en présentiel, en groupe. C'est impressionnant. Donc là, entre guillemets, personne ne peut te dire tu connais pas ton sujet, quoi. Ça fait 10 ans que tu as commencé à travailler ton sujet en face à face, en étant sur le terrain. Ce qui fait qu'on le ressent, toutes ces choses-là, parce qu'à chaque fois que tu transmets une information, tu as son contenu, son expérience. Mais c'est normal. Après 9-10 ans de travail, tu connais parfaitement ton sujet sur le bout des doigts. Donc ça, c'est super important parce que du coup, ça rassure toutes les personnes en se disant waouh, cette personne, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, elle transmet par biais d'Internet et ça permet, je dirais, d'aller beaucoup plus loin dans les horizons. Mais ton sujet, tu le connais sur le bout des doigts, je dirais, sur le terrain, en face à face, dans le réel. Donc, c'est vraiment extra quoi, d'avoir une personne comme toi à porter, je dirais, de nous, grâce justement à l'outil Internet, finalement, qui nous rapproche de toi. Mais c'est top. Et donc, finalement, tu gardes toujours des liens avec tes anciens élèves, justement, avec ce que tu as fait en face à face. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais il y a quand même un heureux événement qui a déclenché le fait qu'aujourd'hui, tu as aussi envie de travailler à distance parce que c'est aussi un avantage pour toi et un avantage aussi pour les gens. Donc, tiens, d'ailleurs, cette transition, tu peux nous en parler une petite... Alors, pourquoi je suis passée de la formation présentielle à la formation en ligne? Tout d'abord, c'était parce que j'ai plusieurs élèves qui m'appelaient de loin et qui étaient obligés déjà de prendre un logement quand ils venaient ou qui me demandaient justement si c'était possible de la faire en ligne. Et à l'époque, j'avais encore rien préparé, donc c'était pas possible. Et puis, donc j'ai eu beaucoup de demandes comme ça. Et puis ensuite, là, c'est parce que je suis dans mon 9e mois de grossesse, une petite fille qui arrive ce mois-ci. Et du coup, je vais avoir besoin aussi de pouvoir m'en occuper et tout en continuant à accompagner mes élèves. Donc, tu as un heureux événement qui arrive, qui t'a finalement mis un coup de pied aux fesses pour te dire, de toutes les façons, là, tu n'as plus le choix. Tu vas devoir rester à la maison et, entre guillemets, faire les formations à distance. C'est un peu l'idée? J'avais déjà commencé avant à préparer toutes mes vidéos et tous mes cours, parce que même avant de faire de la formation à distance, pour moi, il était essentiel que les personnes qui étaient en présentiel avec moi puissent, de chez elles, reprendre les cours qu'on avait fait ensemble. Donc du coup, j'avais déjà commencé en fait à revoir tous mes livrets pour qu'ils soient le plus simple possible pour eux, avec beaucoup d'exemples et puis d'expériences, et puis à concevoir aussi des livrets spéciaux pour la vie quotidienne, pas que pour le travail, et puis à mettre vraiment les vidéos de cours comme s'ils étaient ici en fait. Donc j'avais déjà commencé ce travail-là avant. En fait. Finalement, ce n'est qu'une continuité dans ce que tu avais déjà prévu parce qu'au niveau de la présentielle, tu es une personne qui va vraiment jusqu'au bout des choses et tu voulais également aider les personnes, c'est-à-dire au-delà de ce que tu vas leur donner de suite, tu voulais qu'il y ait d'ailleurs toujours dans peut-être cette peur de démarrage, de ne pas, je dirais, réussir à atteindre l'objectif, de faire vraiment ton meilleur, à dire que même si tu n'es pas encore avec moi, tu peux encore accéder, je dirais, au savoir et tu peux encore le travailler. Donc c'est vrai que c'est félicitations. Ouais. Toutes les vidéos que j'ai fait au niveau exercice, ce ne sont que des cas pratiques, des cas réels avec des vraies problématiques en fait. C'est-à-dire que la personne arrivait, elle ne connaissait absolument rien, comme un client qui arrive, et on ok, tu veux bosser sur quoi aujourd'hui quoi. Et on rentre directement, vraiment c'est des cas réels en fait. C'est top de savoir ça, c'est top. Donc finalement, on a parlé de ta peur, on a parlé de ton déblocage, justement, de débloquer cette peur. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'a apporté de débloquer cette peur, je dirais, de démarrer tout ça, toi psychologiquement, je parle psychologiquement, c'est-à-dire toi, ta confiance en toi, qu'est-ce que ça a fait que tu as réussi à commencer à faire ça? Qu'est-ce que dans ta tête, peut-être que justement la clé que tu as débloquée, quelles a été, je dirais, ta vision par rapport à te dire waouh, j'ai débloqué ça et je m'y attendais pas et là j'ai tout qui arrive. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert la porte, finalement pour toi, qu'est-ce qu'il y a de l'impossible qui devient possible? C'est quoi cet impossible qui devient possible? Là, ce sera plus au niveau émotionnel en fait que ça se passe. Hein. C'est vraiment quelque chose, un ressenti intérieur qui fait que voilà, quand quelqu'un vous dit waouh, merci Sarah, mais qu'est-ce que tu es forte, tu m'as aidé à me débloquer, tu m'as aidé à m'ouvrir les yeux. Et c'est vrai qu'en ce moment, je reçois tous les jours des témoignages, c'est juste impressionnant parce que plus je suis vraiment à transmettre, en fait, à partager beaucoup de choses avec amour,
Voilà, les gens me le rendent sans que j'attende rien et c'est ça qui est magique. En fait, c'est vraiment ce qui me nourrit le plus, c'est quand je vois des personnes au début de leur formation qui démarrent, qui ont peur, qui sont pas bien. Et quand je vois leur évolution et au bout d'un moment qui me disent bah ouais mais là j'ai décroché un contrat dans un hôpital, là j'ai décroché un contrat dans une école, là je reçois des gens etc. Mais qu'est-ce que je me sens bien, je me dis waouh, c'est juste énorme et c'est ce que je voulais en fait parce que si j'ai fait tout ça, tout ce travail-là, c'était tout d'abord parce qu'au niveau développement personnel, je ne voulais pas que les gens souffrent autant que moi j'ai souffert et aussi longtemps. Je voulais, en fait, si j'ai fait autant de formations, c'était pour trouver la méthode, la technique la plus rapide qui soit, la mieux qui soit, pour débloquer les situations et que les gens aillent mieux le plus vite possible, en fait. Et c'est vraiment pour ça que j'ai fait tout ça. C'était vraiment ma nourriture. Et ensuite, ça a évolué parce que j'ai atteint mon objectif. Et ensuite, ça a évolué en formation et maintenant, c'est carrément, voilà, les personnes transforment leur vie et je trouve ça juste énorme. Et maintenant, ma vision des choses, pourquoi je vibre, c'est qu'ils puissent se trouver eux-mêmes, en fait, et suivre leur propre chemin. Finalement, tu voulais trouver le tour de magie, je dirais, le plus percutant pour les faire rêver le plus tôt possible. Bah non, parce que c'est pas du rêve, c'est de la réalité. C'est ce que j'attendais que tu me dises. C'est super, c'est super. Donc maintenant, alors, le fait que tu as découvert toutes ces choses-là, je ne vais pas parler par rapport aux personnes, je vais parler par rapport à toi. En tant que justement, alors tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, le fait d'être sophrologue, d'être coach en PNL, le fait d'être médium, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement, dans ta vie à toi? Qu'est-ce que ça t'a ouvert comme porte à toi, ces compétences, de les apprendre? Ça m'a énormément aidé, alors moi, à prendre de la distance c'est-à-dire que quand j'avais par exemple une mauvaise situation ou quelque chose qui m'arrivait de négatif, avant je pouvais passer des jours et des jours et des jours à tourner en boucle dans ma tête et à être mal. Donc en fait, le fait de tout développement personnel, ça m'a permis de diminuer. En fait, l'émotion, elle est toujours là, bien sûr, parce qu'une émotion, c'est important. Elle vient poser des limites, nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sauf que du coup, en fait, elle prend beaucoup moins de temps. C'est-à-dire que ça va être peut-être 10 minutes ou 1 heure, voilà, que je vais être mal. Et puis, je vais très rapidement, du coup, trouver les techniques et les outils qui vont faire que je vais mieux. Donc, du coup, ça raccourcit énormément le temps et ça m'a permis d'apprendre à me connaître, d'apprendre à savoir qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas, de quoi j'ai besoin, etc. Au niveau de mes enfants, ça m'a énormément apporté parce que du coup, ça m'a permis vraiment d'apprendre à mieux les comprendre, d'apprendre à amorcer des conversations, d'apprendre à avoir les choses de leur point de vue, parce que c'est ce qu'on apprend beaucoup en coaching, c'est à aller dans le point de vue de la personne pour la comprendre. Ça m'a aidé en fait à prendre confiance en moi parce qu'en fait, quand j'étais petite, c'était sauvage. Je me cachais derrière mon papa. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi, à aller parler à des gens que je ne connais pas et du coup à m'ouvrir en fait à des nouvelles possibilités. J'ouvre sur un point, je pense, important. Donc, tu vas avoir un heureux événement qui est arrivé. Ça fait quand même 9 mois qui sont passés. Tu as justement utilisé beaucoup de techniques pour t'aider. Et tu as fait justement des vidéos à ce sujet un petit peu par rapport à tout ça pour aider les personnes. Tu peux nous donner un exemple de ce que tu as donné comme conseil pratique et justement une information fraîche parce que ça fait peu de temps que ça vient de se passer, enfin que tu viens de donner des conseils par rapport à tout ça. Tu peux nous donner un exemple de ce que tu as donné comme type de conseil, enfin en tout cas la façon, comment tu as donné tout ça, juste un exemple? Tu parles par rapport à la grossesse? Oui, tout à fait. D'accord. Oui, alors j'ai testé de nouvelles techniques comme le shiatsu, des exercices de yoga spécialement pour l'ouverture du bassin pour faciliter l'accouchement. Et du coup, je les ai transmises. Donc, il y a des articles et puis en vidéo sur mon site internet pour que tout le monde en fait puisse avoir accès à ça. Donc, en fait, voilà, ça va être c'est des techniques, ça va être de l'homéopathie, c'est des techniques voilà, de yoga et de shiatsu, d'acupression pour retrouver son équilibre. Parce qu'en fait, quand on est enceinte,
on a un déséquilibre intérieur qui est extrêmement important, où l'émotionnel, en fait, on a 3 principales émotions, c'est la peur, l'amour et la tristesse quand on est enceinte, qui prennent par moment en fait toute la place. Et travailler avec ces points d'acupressure, ça nous permet justement de même dans la vie de tous les jours, pas que quand on est enceinte, mais de s'équilibrer en fait. Très intéressant. Donc finalement, aujourd'hui, par rapport à tout ça, tu es une personne, je dirais tu as des méthodes qui te permettent, comme tu l'as dit, de jumper beaucoup plus rapidement par rapport à des situations au niveau de tes émotions. Tu sais identifier tes émotions beaucoup plus rapidement, donc tu te connais aussi beaucoup mieux. Tu peux aider donc les personnes autour de toi dans ton environnement, comme tu l'as dit, que ce soit tes enfants ou que ce soit tes amis, quand tu, je dirais, captes beaucoup plus facilement les informations, parce que tu as accepté aussi, je dirais, cette clairvoyance, comme tu expliquais tout à l'heure, par rapport à ton hypersensibilité. Aujourd'hui, tu es plus, du coup, c'est ce professionnalisme que tu as développé, c'est là où on va en venir. Donc la dernière question, finalement, grâce à tout cela, quel est ton impact sur ton environnement? Et là, on va juste finir sur le côté professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va aller pas parler de tout ce que tu as fait parce qu'il y a beaucoup de choses, on en a déjà beaucoup parlé, mais au niveau, je dirais, d'Internet, donc online, qu'est-ce que tu as fait depuis combien de temps es-tu sur Internet dans le sens où c'est quoi ton évolution, ta progression? Et je pense que je connais un petit peu à ce niveau-là ta dernière progression, justement, que tu vas nous parler à la fin, de vraiment là, les choses sont en train de se poser et tout est en train de partir, ce que tu as toujours aussi attendu par rapport à tout ça. Donc, on t'écoute un petit peu par rapport à cette progression de ce que tu as transmis de ton environnement professionnel, ton impact sur l'environnement professionnel au niveau online. Cette histoire, finalement. Au niveau Internet, en fait. Voilà. Au niveau Internet, j'ai commencé avec un site fait maison qui, au bout de quelques années, était complètement obsolète et voilà, c'est devenu compliqué. Bon, du coup, après, j'ai fait un deuxième site Internet qui était aussi fait maison, mais voilà, mais qui permettait quand même justement aux personnes de me trouver et de venir en présentiel. Donc ça, c'était pendant les formations en présentiel, c'était vraiment pour qu'ils sachent ce que je propose en fait. Et après, là seulement, fin 2017, où là vraiment on a mis un site internet beaucoup plus professionnel en place. Tu dis que c'était du fait maison. Donc finalement, à mon sens, ce que j'ai retenu, c'est que c'est du fait maison, mais avec du contenu extrêmement professionnel. Donc finalement, c'est la façon dont tu l'as emmené aux personnes qui, à ton sens, était du fait maison. Donc le contenant, la façon dont tu le communiquais n'était pas aussi professionnel, parce qu'on ne peut pas être professionnel sur tout. Hein. Tu es déjà assez professionnel sur tout ce que tu connais. Mais au niveau de la communication sur Internet, il y a quand même des personnes qui sont webmarketeurs, webmasters, web marketing justement pour faire le design, web designer, excuse-moi. Et web marketing finalement c'est aussi la communication sur Internet. Web designer c'est la façon, je dirais les couleurs, etc. Et je dirais même que le web marketing c'est la façon de faire de la communication sur Internet, de transmettre son information. Donc jusqu'à présent tu avais déjà fait pas mal de choses et tu as commencé déjà par une chose la plus importante, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ton site, même s'il n'était pas peut-être le plus beau possible, mais le contenu, comme tu l'as dit, des cas réels et concrets. Et je sais que effectivement, tu m'en as parlé, il y en a beaucoup d'informations à l'intérieur, est extrêmement professionnel. Donc finalement, tu as fait du contenu, qui à mon sens c'est la base, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire le contenant avant le contenu. Donc d'abord faire le contenu, très bien, et après tu l'as progressé, et au bout d'un moment, tu t'es dit bon allez, le contenu, il faut savoir le mettre en avant, parce qu'il y a quand même une belle chose quand même que les gens ils peuvent découvrir par ce biais-là. Et là, tu as allié, je dirais, le contenant, justement pour créer donc un site internet. Donc finalement fin 2017, tu as recréé un site internet avec des personnes qui t'ont aidé à créer, donc des professionnels qui t'ont aidé à créer un site internet et également à faire de la publicité. Mais aujourd'hui, tu es également toi-même en train, je dirais, d'apprendre une nouvelle compétence, puisqu'aujourd'hui, tous les jours, tu apprends à transmettre tes informations de manière régulière sur Internet en faisant le web marketing finalement, parce que tu apprends à faire de la communication, parce que toi-même, tu fais des publicités tout doucement sur Internet pour que les gens, tout doucement, ils ouvrent un petit peu la porte à dire « Waouh, Sarah, tout ce qu'elle fait, c'est super !» Parce que finalement, tu le faisais tous les jours avant en réel. Aujourd'hui, tu es en train d'apprendre comment tu le fais par le biais d'Internet. Et donc, tu as commencé à mettre toutes ces choses-là en place. Qu'est-ce que ça donne? Raconte-nous un petit peu, justement, ce parcours. Toi, est-ce que ça a été simple, d'ailleurs, de mettre ces choses-là en place?
dernièrement? Est-ce qu'il y a eu des blocages? Est-ce que tu as débloqué des choses qui t'ont fait plaisir? Raconte-nous tout ça. Bon, je faisais déjà des vidéos pour mes élèves, donc du coup, donc les vidéos, ça allait, mais du coup, il a fallu que j'apprenne à regarder la caméra en face. Ah. Comme s'il y avait 100 élèves devant moi. Non, non, il fallait que je regarde la caméra. Ça n'a pas été évident pour moi de pouvoir et puis me mettre à nu vraiment devant tout le monde parce que mes élèves, je les connaissais. Là, du coup, je suis passée un stade au-dessus parce que sur mon nouveau site internet, il y a un blog. Et d'ailleurs, j'étais super heureuse parce que c'était la première fois où je pouvais vraiment m'exprimer, écrire mes articles, mes propres articles. Voilà, j'en ai chaque semaine. D'ailleurs, je mets un article chaque semaine sur des thèmes différents tels que la sophrologie, enfin plein d'exercices, plein de techniques en fait que je donne aux personnes. Et puis avec ma chaîne YouTube, avec les vidéos que je transmets également d'autres vidéos chaque semaine avec des techniques aussi, des méditations guidées, enfin plein de choses. Pourquoi? Déjà, dans un premier temps, parce que quand on fait du présentiel et quand on fait du en ligne, c'est pas du tout la même recette. Moi, j'avais la recette pour me faire connaître en présentiel, en régional. Et cette recette, je la transmets d'ailleurs à mes élèves pour qu'eux aussi puissent se faire connaître. Sauf que quand je suis passée en ligne, je me suis dit, waouh, ça fonctionne plus. Pourquoi ça ne fonctionne plus? Parce que simplement, ce n'était pas la même recette. Quand on fait du en ligne, les personnes ont besoin de nous connaître et de savoir qu'est-ce qu'on propose. Parce que sinon, ils ne peuvent pas avoir confiance, ils ne peuvent pas savoir ce que je propose si moi, je ne me mets pas à nu et que je ne leur montre pas qui je suis réellement. Donc, c'est pour ça que du coup, j'ai fait beaucoup de vidéos, beaucoup d'articles, avec des conseils du jour, des canalisations, voilà, sur mon groupe Facebook, et puis sur ma chaîne YouTube et puis sur mon site internet. Pour vraiment montrer en fait tout ce que je propose et aussi faire les choses dans l'amour parce que je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses, beaucoup de contenu que j'offre pour que en fait tout le monde puisse avancer. Tout le monde puisse avancer et plus je fais les choses avec amour et dans la transmission avec le cœur et plus j'ai de personnes. Et là, quand les personnes s'inscrivent sur mon site internet, du coup, elles s'inscrivent en même temps à la newsletter. Et du coup, l'anglais n'est pas terrible, c'est pas grave. Et la newsletter, en fait, voilà, il y a des offres, il y a des conseils, il y a toujours des choses, des témoignages, etc., qui me mettent du baume au cœur et que je partage. Et du coup, là, en un mois et demi, on a explosé ce que je faisais avant quand j'avais mon vieux site internet, grâce à tout ça. Tes résultats, on aimerait bien les entendre parce que j'aimerais les comparer par rapport à tes débuts et justement de montrer toute cette évolution et tout ce que tu permets aux personnes. Par exemple, aujourd'hui, la formation que tu as vendue le plus jusqu'à présent, en un mois et demi, combien tu en as vendu et justement, c'est quoi que les personnes, si elles ont envie de se dire, Sarah, tiens, il y a cette formation, donc celle à mon avis qui justement, peut-être que les personnes ont le plus besoin parce qu'aujourd'hui c'est peut-être le besoin le plus demandé, donc c'est aussi peut-être pour ça que les personnes aussi l'achètent le plus. Donc, quelle est la formation déjà qui aujourd'hui fonctionne le mieux? Comment les personnes y accèdent financièrement? Combien ça coûte au total? Est-ce qu'ils ont aussi peut-être, je ne sais pas moi, des moyens de paiement? Peut-être que c'est étalé en plusieurs fois. Et comment ils y accèdent? Et à la fin, justement, qu'on va comparer avec finalement au tout début, quand toi, tu as démarré, comment ça s'est passé finalement? On t'écoute. Mais au début, quand j'ai démarré, j'étais en Seine-Maritime et j'avais pas beaucoup de clients en fait. C'est vraiment quand je suis arrivée en Vendée que ça s'est débloqué. Je parlais pas de ça. Excuse-moi, c'est mal compris. On va le dire tout à la fin. C'est au début quand toi, tu as voulu démarrer en tant que sophrologue, PNL, coaching, médiumnité. Justement, quand tu as voulu passer ce pas à travailler pour toi et à faire ce que tu aimais, combien ça coûtait? Qu'est-ce que toi, tu proposes finalement aux nouvelles personnes qui arrivent, finalement, de leur montrer l'évolution, que ça n'a plus rien à voir de quand toi tu voulais démarrer, qu'aujourd'hui tu apportes une solution qui n'a rien à voir avec ce que tu as dit, justement, tu as travaillé beaucoup pour apporter des solutions concrètes, rapides aux personnes. Et finalement, c'est quoi ce résultat aujourd'hui? Qu'est-ce que tu permets aux personnes? On t'écoute. Je leur permets de pouvoir les accompagner pendant leur formation, mais aussi après en leur donnant justement des techniques pour trouver eux-mêmes des clients. Ok, alors je vais reposer mes questions plus rapides. Quelle est la formation que tu vends le plus à l'heure actuelle? C'est la formation Devenez thérapeute, sophrologie, coaching PNL et énergie parce que c'est la plus complète. Ok, et cette formation du coup permet aux personnes
de commencer, je dirais, à travailler pour elle-même, tout en prenant, je dirais, toutes ces méthodes pour les transmettre autour d'elle. Et pour tout ce qu'on a dit, après on débloque les peurs, on va sur le terrain, on teste, on voit ce qu'il en est, et puis on peut commencer à aider ses proches et professionnellement vivre de quelque chose qu'on aime. Finalement, c'est la formation qui est le plus vendue à l'heure actuelle. Combien coûte cette formation au total à l'heure actuelle maintenant? Elle coûte 1460 €. 1460 €. Tu as fait combien de ventes depuis que tu as démarré ton site internet? Je ne sais pas compter. Environ. Peut-être une dizaine, je ne sais pas. Ok. Alors, on va dire une dizaine. Parce qu'en fait, ils payent en 12 fois. Mais... Ah, super intéressant. Ça veut dire que les personnes peuvent se permettre pas de payer 1460 € d'un coup, comme toi au tout début. Si tu te souviens ce que tu nous as dit, c'était 4000 €. Bon, sur... non, 9 000 € sur 4 ans. Oui. 9 000 € sur 4 ans. Donc, si on divise par 4, je pense par an, c'était quand même beaucoup plus, puisqu'on est quasiment à 2 000 €, plus de 2 200 € par an. Par an, sur 4 ans. Toi, aujourd'hui, même si c'est différent, attention, c'est complémentaire. Hein, il y a ce qu'on a dit, la psychothérapeute et sophrologie. Mais je dirais des actions plus concrètes, plus précises. Et qui, toi, tu permets 1460 €. Ça, c'est, je dirais, le gros comme les 9 000 €, sauf que tu permets le paiement en plusieurs fois, c'est ce que tu viens de dire? Oui. Grâce à ce nouveau site internet, en fait, qui est totalement sécurisé, ça permet de payer en 12 fois sans frais. C'est-à-dire que les personnes, en fait, comme quand ils font un achat sur un autre site comme Amazon ou n'importe quoi, ils rentrent la carte bleue et ils payent en fait. Là, c'est le même principe, sauf que du coup, ils peuvent choisir en une fois, 3 fois ou 12 fois. D'accord. Donc là, ils payent combien chaque mois s'ils veulent commencer cette formation? 122 €. J'ai pas entendu. 122 € pour la formation de devenir thérapeute. D'accord. Donc ça veut dire que finalement, les personnes, elles arrivent à mettre 122 € de côté chaque mois pour changer leur vie et faire ce qu'elles aiment et devenir thérapeute. Donc, redis-nous un petit peu d'ailleurs dans la formation ce que c'est. Devenir thérapeute? Oui. En sophrologie, PNL coaching, énergie et médiumnité. D'accord, très bien. Donc là, tu viens de nous dire que tu as vendu une dizaine de formations, donc 1460 € au total, mais les personnes peuvent y accéder avec 122 € par mois et elles atteignent leur objectif en un an. Et tout ça donc pour changer de vie et je dirais leur peur qu'elles avaient, je dirais, en atout par rapport à cette hypersensibilité et tout ce qu'elles ressentent à l'intérieur d'elles et qui leur permettent, je dirais, d'aller de l'avant et de commencer à travailler pour elles. Et donc, également dans ta formation, d'ailleurs, tu comprends d'expliquer aux personnes comment elles font pour trouver également leurs premiers clients. C'est aussi très important. Oui, et pas forcément en un an, parce qu'en fait, ils ont l'accès ouvert qui à vie. Donc, ils peuvent y retourner quand ils le veulent. Et ils peuvent imprimer les livrets aussi et ils ont fait des vidéos. Mais voilà, il y a des personnes qui ont du temps tous les jours pour pouvoir faire cette formation et du coup, qui vont aller nettement plus vite. Donc, par exemple, quelqu'un qui travaille tous les jours sur la formation, en un mois, peut avoir vraiment acquis la sophrologie. Et du coup, pour commencer déjà à faire des séances, à gagner de l'argent pour pouvoir financer sa formation. Et c'était le but aussi. La PNL demande plus de temps d'entraînement. Mais voilà, tout dépend par quoi ils vont vouloir commencer, parce que c'est important qu'ils s'écoutent. Mais en tout cas, chacun évolue à son rythme et il y a des personnes qui vont mettre plus de temps et des personnes qui vont mettre beaucoup moins de temps. Eh bien, écoute, j'ai plus qu'à te dire félicitations, bonne continuation. Et donc, ce qui va se passer dans l'avenir, c'est qu'on va te laisser intervenir sur cette radio, cette web radio, donc RFP, la radio des Français en Pologne, pour simplement venir régulièrement nous donner des cas pratiques, des conseils, pour nous raconter un petit peu tout ce que tu vis, ta progression aussi, simplement nous raconter ta progression, comment tu évolues, pour que les gens voient justement ton évolution et voir que tout se fait pas non plus en claquant des doigts. Et donc, je te remercie pour tout ça et pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui, toute cette transmission d'informations très complète, hein, ce contenu vraiment très très intéressant. Et donc, je te laisse le mot de la fin. Donc, on t'écoute pour la fin. Merci à tous et puis soyez vous-même et avancez, écoutez-vous. Je te souhaite une excellente journée et à très vite. À très bientôt, Sarah. À bientôt.